Bonsoir et merci d'avoir répondu à ce premier rendez-vous de Politis. Ingrid Merckx et moi-même, Christophe Kantchev, rédacteur en chef de Politis, vous remercions de votre présence. Nous tenons aussi à remercier notre hôte et partenaire, la mairie du 2e arrondissement, monsieur le maire Jacques Boutot, qui devrait faire un petit coucou dans le courant de la soirée, Annie Lamère, Alexandre Gilbert et l'équipe technique de la salle Gendarme. Nous tenons aussi à remercier l'ECAR, l'école des métiers du cinéma et de la télévision, Sandra Persuis-Décimo, Jonathan Broda, Laurent Hartmann et les étudiants qui nous aident dans l'enregistrement de ce débat qui sera mis en ligne sur le site de Politis dans quelques jours. Je tiens aussi, et nous tenons à remercier l'association des Amis de Politis, qui a pour nom Pour Politis, qui tient en particulier le stand là-bas où est en vente l'un des numéros, le numéro de cet été, qui nous a inspiré cette table ronde. En effet, cet été, Politis a consacré un dossier volumineux à la question de la discontinuité de l'emploi. Et le titre de ce dossier était « Travail étant libre, tous intermittents, point d'interrogation ». Ce dossier commençait par un débat entre Samuel Churin, ici présent, et Denis Gravouille, donc Samuel Churin de la coordination des intermittents et précaires, et Denis Gravouille, secrétaire général de la CGT Spectacle, lequel Denis Gravouille, en sortant de ce débat, donc qui est dans le numéro en question, nous a fait cette proposition. Pourquoi ne pas prolonger ce débat en public? Et nous y voilà. L'idée étant de partir de ce que révèlent la lutte et les propositions des intermittents du spectacle pour élargir la réflexion à d'autres professions et activités. Comment travaille-t-on en 2014, en pleine période de croissance nulle et de chômage? Quelle protection sociale pour quelle manière de travailler? L'intermittence doit-elle rester un régime particulier ou au contraire peut-elle servir de modèle à d'autres? Nous avons jugé utile d'aborder ces questions avec un regard transdisciplinaire, d'où la présence à cette table de 2 représentants des intermittents du spectacle, d'un philosophe, d'un économiste et d'une femme politique que nous remercions chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. La soirée va se dérouler en 2 temps. Nos invités prendront d'abord la parole chacun pendant une dizaine de minutes. Puis, dans la 2e heure, on consacrera la plupart de ce temps à poser des questions autour de cette table, mais aussi dans la salle. Je cède la parole à Ingrid Merckx, qui va présenter nos invités. Bonsoir. Donc, on a déjà un petit peu commencé les présentations, mais donc je vais vous les présenter dans l'ordre dans lequel ils vont intervenir. Donc, Denis Gravouille, vous êtes secrétaire général de la CGT Spectacle. Samuel Churin, de la coordination des intermittents et précaires. Bernard Stiegler, donc vous êtes philosophe et cofondateur d'Ars Industrialis, association internationale pour une politique industrielle des technologies de l'esprit. Votre dernier livre paru s'intitule « Digital Studies, organologie des savoirs et technologies de la connaissance ». Michel Husson, vous êtes statisticien et économiste, auteur de Le capitalisme en 10 leçons, petit cours illustré hétérodoxe. Et Barbara Romagnan, vous êtes députée du Doubs, rapporteure de la commission d'enquête relative à l'impact sociétal, social, économique et financier de la réduction progressive du temps de travail. Denis Gravouille, je vous donne la parole en premier, notamment pour un petit point sur l'actualité de la lutte des intermittents. Ouais, je vais justement pas faire trop long sur l'actualité parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire et que par ailleurs, on n'est pas sur une AG des intermittents. Il y en aura une le 8 décembre. C'est tout frais parce qu'on vient de le décider, de le proposer. Ça devrait être pour la région parisienne, parce qu'il y en aura d'autres en région, mais ça devrait être au Théâtre de la Colline. On confirmera ça, je pense, dès demain. Avec une actualité qui est que notamment nous aurons une participation à la manifestation des privés d'emploi, les chômeurs précaires pour l'emploi et les droits des chômeurs qui aura lieu le samedi 6 décembre. Il y a souvent une manif au mois de décembre, mais celle-ci prend
un tour particulier avec les attaques récentes extrêmement violentes et venant d'un gouvernement dit de gauche, avec un ministre du Travail qui a refait sienne les idées de contrôle des chômeurs, dont on sait très bien qu'il s'agit évidemment de contraintes des chômeurs derrière, à accepter des petits boulots, et puis encore pire, les propos de Valls et Macron sur l'idée que les droits à l'assurance chômage sont beaucoup trop élevés, même si on les a déjà baissés au mois de mars de 10%. Je fais court, hein, mais c'est déjà ce qui se passe. Donc cette participation à cette manifestation du 6 décembre est extrêmement importante. Et puis par ailleurs, je pense que nous allons annoncer demain et proposer une journée d'action unitaire avec grève le 18 décembre, jour d'un Conseil national des professions du spectacle présidé, ce sera le premier CNPS présidé par la nouvelle ministre de la Culture, Fleur Pellerin, le matin du 18 décembre. Donc voilà, on va tâcher d'y revenir. Bon. Je ne vais pas faire trop long parce que vous avez entendu beaucoup de choses sur l'été. Vous savez que donc, le gouvernement a décidé d'agréer la convention d'assurance chômage, y compris les annexes 8 et 10, que ça a déclenché de très forts mouvements, que ce n'est pas la première fois depuis des années. Bon, il y a eu 2003, mais il y a encore auparavant de nombreuses mobilisations à différentes périodes quand le MEDEF envisage de supprimer les annexes ou de réduire fortement les indemnisations, l'indemnisation au chômage, avec l'idée forcément d'en faire une réserve d'Indiens. Mais ce qui est important dans la dernière mobilisation, c'est que on a d'abord lutté très unitairement, ce qui donne une dimension très forte au mouvement, et c'est important de le dire. Et puis d'autre part, de plus en plus, il faut que nous, on évite d'être dans la réserve d'Indiens. Les règles à l'assurance chômage des intermittents du spectacle sont de plus en plus dérogatoires d'un régime général qui se dégrade de plus en plus, avec une utilisation de l'assurance chômage de plus en plus, au profit du patronat. Il faut dire les choses comme ça, parce qu'il s'agit vraiment, y compris dans la façon dont la convention a été mise en œuvre la dernière, d'inciter à accepter n'importe quel petit boulot et de pénaliser les autres. Donc la convention assurance chômage sert à encourager la précarité. Et il pourrait y avoir d'autres modèles de protection sociale et d'autres modèles d'assurance chômage en particulier. Et donc je pense que dans le thème du débat de ce soir, c'est plutôt de ça qu'il faudrait parler, même si nous, on continuera à se faire entendre. Et je pense que même si à un moment, on a pensé, un petit peu avant l'été, qu'on avait une chance d'avoir une fenêtre de tir pour une résolution du problème de façon un peu plus long terme, y compris en imaginant que dans la concertation qui a toujours cours, menée par le trio Hortense Archambault, Jean-Patrick Gilles et Jean-Denis Combrexel, qu'on puisse essayer de faire prendre en compte nos propositions pour une solution un peu plus durable. On n'a pas fini de devoir se battre, vu le contexte général de la remise en cause de la protection sociale, plus largement que l'assurance chômage, et du modèle, comme on dit, libéral, qui se met en place et auquel semble s'être converti ce gouvernement. Mais la question, en lien avec le débat, c'est comment on prend en compte le fait qu'il y a de plus en plus de travailleurs qui sont dans la discontinuité d'emploi, forcés ou non, mais qui sont dans cette discontinuité d'emploi. J'ai juste vous raconter une anecdote. Là, j'étais au bureau de l'UNEDIC cet après-midi, et on nous a présenté une étude faite, alors une étude qualitative sur une quarantaine de travailleurs précaires qui pointent à Pôle emploi, et puis qui s'inquiètent, c'est curieux, et ils ont besoin d'études pour ça, qui s'inquiètent de leur précarité, du fait que on ne fait pas grand-chose pour eux, que c'est pas évident de voir arriver la fin des allocations, qu'ils aimeraient bien avoir un emploi stable, mais ils vont de petit boulot en petit boulot. Bon, voilà, enfin, une magnifique étude. Et le représentant du MEDEF, un jeune représentant du MEDEF, a dit « Ah oui, c'est terrible ce qu'on entend là-dedans quand même, mais c'est vrai que quand on lit ce qu'on lit dans l'étude, ça veut dire que je vois une grande détresse psychologique de ces gens. Je crois qu'il leur faudrait du coaching. » Voilà la réaction du jeune monsieur du MEDEF. Hein, je parlais, c'était pas Jean-François Pillard qui était là aussi, c'était un certain Le Jaouen, qui est chef d'entreprise dans le centre, voilà, qui était quand même...
Et je crois que c'est un peu symptomatique de la façon dont certains sont complètement déconnectés du monde réel, de ce que vivent des millions de personnes, parce que la réalité du monde du travail, c'est que pendant un certain temps, il y avait ceux qui étaient privés d'emploi, et puis une petite catégorie de gens qui étaient les intermittents du spectacle, pour lesquels le contrat à durée déterminée d'usage était bien plus souvent la règle, parce qu'on travaille sur des projets de films, de spectacles et autres. Et puis, il y a eu les intérimaires. Et puis finalement, il y a des millions de personnes qui sont dans la discontinuité d'emploi. Alors, est-ce que les intermittents sont un modèle? Ce qui est sûr, c'est que la précarité est un beau modèle pour le patronat. On imagine très très bien qu'il doit y avoir des millions de travailleurs précaires prêts à accepter n'importe quel petit boulot. Et ça, pour le coup, c'est théorisé par un certain nombre de gens, mais il ne faut pas que la protection sociale coûte trop cher. Il ne faut pas qu'elle coûte trop cher, d'abord parce que le patronat a l'impression que c'est son argent qu'on pique quand on parle de cotisations sociales qui sont du salaire différé, des cotisations patronales, alors que c'est notre travail qui le produit, à tous. Et puis d'autre part, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une protection sociale trop généreuse. Quand on voit, y compris dans les travaux de la constatation, la façon dont les services de l'UNEDIC, que cette fois-ci on a réussi à faire encadrer par un certain nombre d'experts qui les contredisent, ils n'ont que des mots d'optimisation des demandeurs d'emploi à la bouche. Le demandeur d'emploi est un filou qui est en train de calculer sans arrêt, savoir s'il va pouvoir compléter ses revenus avec un peu d'assurance chômage, et puis comme ça, tranquillement s'arrêter quand il faut pour pouvoir évidemment glander. Alors qu'on sait très bien, tous ceux qui connaissent ça, et moi qui étais intermittent pendant 21 ans, ou tous ceux qui sont dans le chômage, que les périodes où on se dit « bon là je peux m'arrêter de bosser, je peux refaire du boulot » sont extrêmement rares, et qu'on est plutôt en train de prendre tout ce qui vient, y compris parfois en acceptant des conditions de travail qui ne devraient pas être acceptables, parce que on n'est pas en train de se demander comment on va partir en vacances, mais plutôt comment on va faire en sorte d'avoir des revenus dans quelques mois après. Mais une des parts du débat, c'est évidemment de prendre en compte la revendication des salariés à pouvoir être mobile, à pouvoir choisir aussi son travail, à pouvoir partir. Il y a effectivement une grande part de gens qui voudraient bien changer de boulot et qui ne peuvent pas, parce que quitter un boulot sans savoir ce qu'on va trouver est absolument, on le sait bien tous, est très difficile, et que la mobilité, elle n'est pas possible avec la pression du chômage qui pèse évidemment sur les demandeurs d'emploi, dont même pas 1 sur 2 sont indemnisés, mais évidemment elle pèse sur tous les travailleurs, sur tous ceux qui sont dans l'emploi et qui pourraient risquer de le perdre, et qui sont obligés d'accepter un certain nombre de conditions de travail du fait de la pression du chômage directe ou indirecte, en tout cas insidieuse. Et pour terminer, je pense que alors, nous, dans la Confédération CGT, on porte l'idée, enfin on la porte, disons qu'on devrait la porter plus, mais on a une bonne idée qui a été inventée il y a quelques années par certains de nos camarades, d'une sécurité sociale professionnelle, d'un nouveau statut du travail salarié. C'est un peu long et compliqué à expliquer dans les détails, mais c'est un principe sur lequel on peut revenir, d'idée d'avoir des droits qui soient attachés à la personne et non pas au contrat de travail. Ça existe déjà. On n'est pas en train d'inventer l'eau chaude, mais il faut les développer. La sécurité sociale, ce sont déjà des droits attachés à la personne. Vous cotisez et vous avez des droits à l'assurance maladie ou à la retraite, même si évidemment ils sont régulièrement attaqués et ils sont insuffisants. Et on le voit bien, y compris dans la constatation, on développe des absurdités où on voit des femmes qui ont droit au congé à maternité et puis non, finalement, qui n'ont pas droit parce qu'il fallait mieux calculer à être enceinte 2 jours avant ou 2 jours après, parce que ça doit se coordonner avec un contrat de travail. Il faut trouver 200 heures sur le trimestre civil avant votre arrêt maternité, mais ça a intérêt à tomber pile sur ces 90 jours du 1er au 30 de 3 mois après, parce qu'à 2 jours près, sinon ça ne marche pas. Et on se heurte à des murs de la sécurité sociale par rapport à ça, en disant bah, écoutez, non, on ne peut rien faire. Alors que la sécurité sociale est censée être justement là pour
comment dire, pour lutter contre l'aléatoire des risques, en sachant que la maternité n'est censée pas être un risque, mais des risques en tout cas liés à tout ce qui peut se produire dans une vie, que ce soit une maternité ou une maladie, ou bien sûr la question de la retraite et du chômage. Donc je termine là-dessus, mais cette idée de sécurité sociale professionnelle, on le met en œuvre parfois en trouvant des solutions qui sont des solutions partielles. Mais pour prendre un exemple dans notre secteur, on a signé il y a quelques années un accord dans le champ du spectacle pour tous les intermittents qui prévoit qu'on a un régime de prévoyance même si on n'est pas sous contrat de travail. C'est-à-dire qu'une personne qui décède ou qui en a une invalidité, si c'est un décès, c'est pour ses ayants droit ou en invalidité permanente, peut avoir une rente qui prend en charge, c'est évidemment cet accident extrêmement grave, même si on n'est pas sous contrat de travail, alors qu'en général, c'est plutôt attaché à des contrats de prévoyance qui sont liés au fait d'avoir signé un contrat. Voilà. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais cette question des droits qui doivent être transversaux, attachés à la personne et pas pas tout perdre quand on perd son contrat, c'est certainement un élément sur lequel se battre, y compris pour proposer des points d'appui, des revendications précises contre tous ceux qui veulent tout péter en matière de protection sociale et de code du travail. Et comme vous le voyez, encore à chaque déclaration d'un ministre du gouvernement, ils sont nombreux. Merci Denis d'avoir posé les problèmes ainsi, et surtout dans le temps qui vous était imparti. On est désolé de vous donner si peu de temps dans cette première partie, mais c'est pour vraiment pouvoir entendre chacun et pouvoir discuter ensuite. Samuel Churin. Oui, je vais partir des intermittents du spectacle pour ouvrir le débat et poser le débat, je pense, poser les bases du débat. Pour ça, il faut revenir sur l'historique des annexes 8 et 10. Denis en a parlé un petit peu. Les annexes 8 et 10 n'ont pas été pensées pour la culture, pour l'exception culturelle, comme on le dit souvent. Ils ont été pensés parce qu'il y avait des techniciens du cinéma qui, par nature, travaillaient de manière discontinue. Et donc, on a inventé un régime spécifique d'assurance chômage pour eux, pour répondre à cette discontinuité. Puis, on l'a inventé aussi pour les artistes, parce que par nature, ces gens-là, nous n'avons pas d'emploi stable. Donc, on a inventé un système qui permettait une continuité de revenus sur une discontinuité d'emploi, à un moment donné où nous vivions une époque de plein emploi. Bien. Et donc là, directement, pour poser le débat, je vais faire la grande différence entre emploi et travail, parce qu'il faut qu'on s'entende là-dessus. L'emploi, c'est ce qui est sanctionné par la fiche de paye. Bien. On dit souvent, les intermittents du spectacle, on travaille tout le temps et est employé que de temps en temps. Bien. Et actuellement, beaucoup de gens vivent ça. Ils travaillent tout le temps, souvent, même la recherche d'un emploi, c'est un travail, après tout. Ils travaillent pour des associations, etc. Et ils sont employés de temps en temps. Ceux qui ne sont pas dans l'emploi stable. Bien. Donc la différence entre travail et emploi. Et notre exemple est un exemple de ça. Bien. Et pourquoi on a été attaqué ? On a été attaqué parce que maintenant, il y a 86% des embauches qui se font en CDD. Et donc, on ne voulait surtout pas que notre modèle serve de modèle à l'intermittence de l'emploi en général. Et au lieu d'étendre le modèle des intermittents du spectacle à toute l'intermittence de l'emploi dans les années 90, la gauche de l'époque a inventé ce terme d'exception culturelle qui existait déjà, mais l'exception culturelle est circonscrite normalement au protectionnisme, au budget, etc., mais n'a rien à voir avec les droits sociaux. Et donc, pour éviter que les annexes 8 et 10 soient attaquées, on dit non, ça, on les maintient au nom de l'exception culturelle. En fait, elles n'ont pas du tout été pensées pour ça. Encore une fois, au départ, c'était les techniciens du cinéma, ça aurait très bien pu concerner des chaudronniers. On avait affaire à une catégorie professionnelle qui travaillait par discontinuité. Ces gens-là étaient l'exception. Quand l'exception devient la norme, ça devient un problème. Bien. Donc, on en est là. Et alors là, à ce moment-là, on a, je dirais, un projet de société qui est mis en place par le MEDEF, qui où une grande majorité de la classe politique est derrière. Ce projet de société vise au retour à l'emploi. Et pour ça, tous les moyens sont beaux.
Et notamment, le moyen pour eux le plus efficace étant de baisser les droits des chômeurs pour les forcer à prendre des petits boulots, des droits corvéables à merci, avec des droits sociaux de misère. Bien. Et par rapport à ça, il y a un problème là en ce moment qui ne cesse d'augmenter. Denis l'a dit, un chômeur sur deux. Actuellement, on a atteint le chiffre historique. 6 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés. 6 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés. Imaginez 6 malades sur 10 qui ne seraient pas couverts par la sécurité sociale. Et on laisse faire. Et on laisse faire. 6 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés et on ne trouve pas ça anormal. Et on continue. Et alors, quand on analyse la situation, on s'aperçoit qu'en fait, le chômage de catégorie A, donc les gens qui sont au chômage de longue durée, hein, ces chômeurs de longue durée, chômage total, on est passé de 3 millions à 3 300 000. Bon, alors on peut penser qu'effectivement, l'augmentation des actifs, l'augmentation du chômage. Mais ce qui a explosé, c'est l'augmentation du chômage d'activité réduite. Là, on est passé de 500 000 à 1 700 000. De 500 000 à 1 700 000. C'est ça, c'est ce chiffre-là qui fait progresser énormément la courbe du chômage. Le chômage activité réduite. Les gens qui cumulent des petits boulots et qui sont au chômage. Donc on arrive en tout à 5 millions de chômeurs, mais 5 millions de chômeurs déclarés. Ceux qui sont pointent à Pôle emploi. On arrive plutôt à 6 qu'à 5. Hein, entre les gens qu'on en marre, qui s'y pointent pas, etc. Bon. Et alors là, je pose la question, parce que par rapport à ça, il y avait le journal Le Monde qui m'avait demandé en 2012, parce que je les avais alertés là-dessus, j'avais lu le programme de tous les candidats à l'élection présidentielle. Et tous les candidats à l'élection présidentielle, mais tous, absolument tous, de l'extrême droite à l'extrême gauche, ne parlaient pas d'assurance chômage. Ils parlaient d'austérité, qu'il fallait résoudre l'austérité de l'Europe, etc., etc. Ne parlaient pas d'assurance chômage. Non. Ils avaient tous un remède pour retrouver du travail à tout le monde. Tout le monde. C'est-à-dire que le Front National, c'est l'exception française, c'est préférence nationale, on vire les étrangers. L'extrême gauche, en gros, je caricature, mais c'est interdiction de licenciement. Hollande, c'était un jeune, un vieux, exemption de charge. Et puis maintenant, c'est Macron et Valls qui reviennent de Londres et qui disent « Voilà, on a trouvé un truc pour le retour à l'emploi. On va diminuer, comme a dit Denis, le droit des chômeurs comme ça. Ça va les forcer à y aller. » On sait ce qui se passe. Ça se passe en Allemagne, en Angleterre. Jamais les gens n'ont tant vécu en dessous du seuil minimum de pauvreté. C'est une augmentation incroyable. Alors bien sûr, ils ont moins de taux de chômage. Bien sûr. S'ils font 10 heures par semaine, ils ne sont plus au chômage. Mais ils ne sont plus dans les catégories de chômeurs. Alors c'est sûr au niveau des stats, mais au niveau du taux de pauvreté, c'est absolument épouvantable. Bien. Et donc, par rapport à ça, donc tout le monde a son remède, tout le monde a son petit truc pour retrouver de l'emploi à quelqu'un. Alors on pourrait, si pour ma comparaison avec la sécurité sociale, c'est comme si on disait, bah, demain, voilà, nous on supprime la sécu, on supprime les médecins, parce que moi je vous dis, je vais faire en sorte qu'il n'y ait plus de malades. Et j'ai ma recette pour ça. Bon. Et donc, on peut penser que cette politique de l'emploi, qu'on pourrait dire la politique de l'emploi à tout prix, parce que le prix de l'emploi à tout prix, hein, ça va dans des aides pour l'emploi, dans des défiscalisations, on forme des gens sur des métiers dont on n'a pas besoin, avec le scandale de la formation professionnelle, parce qu'évidemment, il faut qu'il y ait des chiffres, donc il faut occuper les chômeurs, donc on les forme à faire n'importe quoi, donc il y a des boîtes de formation professionnelle qui se montent, qui les forment n'importe quoi, dans des boulots qui n'existent pas, etc., etc. Et là, à un moment donné, personne se pose la question de logiciel, de changer le logiciel. Parce qu'on est sur le dogme de l'emploi à tout prix. Alors, même si je prends au pied de la lettre les propositions de, par exemple, M. Laroutourou avec ses 32 heures d'émission de travail. Bon, même si demain, on trouve 1 million d'emplois stables, super. Il reste encore 4 millions de chômeurs, on en fait quoi? Alors, l'idée, le débat, la question est un peu provocatrice. C'est pas du tout de dire tous intermittents, c'est pas du tout ça. C'est de dire que tous ceux qui sont permanents et qui ont vocation à avoir un emploi stable est un CDI, très bien. Mais la question qui se pose, c'est que fait-on des gens qui travaillent par discontinuité ou qui sont totalement au chômage? Qu'est-ce qu'on fait? On continue à les laisser crever comme on fait maintenant? Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter les politiques les politiques d'emploi. Bien. Mais en attendant que ça marche ou en attendant que les gens retrouvent du travail, de l'emploi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, effectivement, nous militons pour que 10 chômeurs sur 10 soient indemnisés. Alors, vous allez me dire, oui, ça revient au salaire garanti. Bah, peut-être. Mais en tout cas, 10 chômeurs sur 10 indemnisés. Parce que cette politique de l'emploi-là, en tout cas,
telle qu'elle est pratiquée, avec une négation totale de toute la précarité, c'est un immense scandale. Et on a des politiques qui, depuis le début, nous jouent la carte de l'austérité en disant on va essayer de tout faire pour essayer d'appuyer l'Europe, mais vous comprenez, ça, l'austérité, c'est pas nous, c'est l'Europe. On va essayer de tout faire pour essayer de changer un petit peu les règles, etc. Bon. Mais la pauvreté, la précarité en France, alors sur le plan national, là, les politiques pourraient avoir la main là-dessus. Quel meilleur levier que l'assurance chômage? Quel meilleur levier que l'assurance chômage pour lutter réellement contre la pauvreté? Et donc, je pense que le débat doit s'y situer là. Reconnaître qu'un travailleur n'est pas obligatoirement employé. Voilà. Reconnaître qu'un travailleur n'est pas obligatoirement employé et assurer des droits pour tous, en sachant qu'il est vraiment grand temps que les politiques, que les gouvernements fassent de l'assurance chômage une grande cause nationale. Quand je dis une grande cause nationale, c'est évidemment la traite différemment de la façon dont à peu près tout le monde la voit en ce moment, à savoir on va diminuer le droit des chômeurs parce que ce sont des feignants et pendant ce temps-là, il y a des pauvres travailleurs qui travaillent durement, donc en leur baissant les droits, au moins, ils iront bosser. On perd pas de temps. On passe tout de suite la parole à Bernard Stiegler. Merci Samuel pour c'est miraculeux là pour l'instant, tout le monde est dans les temps. J'espère que ça va pas s'écrouler, c'est ça que vous pensez avec les philosophes. Non, je disais ça parce que je suis ravi. Méfiance. Bon, d'abord, je voudrais enchaîner sur ce que vient de dire Samuel Churin, à savoir que la question, c'est distinguer emploi et travail. Ça, c'est la question fondamentale pour nous. Alors, quand je dis pour nous, je parle pour Ars Industrialis et aussi pour l'Institut de Recherche et Innovation, qui se rapproche d'ailleurs beaucoup en ce moment, et l'Institut de Recherche et Innovation a organisé le bouquin dont vous parliez tout à l'heure, c'est une production de l'IRI d'il y a 2 ans. Mais il y a 1 an, nous avons organisé un colloque sur l'automatisation. Pourquoi est-ce que je vous parle de l'automatisation? Eh bien parce que je crois qu'il est tout à fait vrai. Beaucoup de gens me disent mais non, c'est de l'idéologie, c'est du matraquage, mais je ne crois pas du tout que ce soit du matraquage. Il est tout à fait vrai que les processus d'automatisation vont exploser dans les années qui viennent. Alors il n'y a pas accord sur la quantification de cette explosion. Mais vous avez peut-être vu dans le journal du dimanche il y a 1 mois, ou il y a 3 semaines, une enquête qui a été commanditée d'ailleurs par le JDD, qui disait 3 millions d'emplois en moins dans 10 ans en France, en plus des chômeurs actuels. Et ça, c'est un scénario optimiste. Moi, ça fait 2 ans que je suis des études sur ce sujet. Il y en a dans le monde entier maintenant. Une qui fait un peu référence, c'est celle qu'a faite Oxford sur l'évolution de l'emploi aux États-Unis et qui annonce 47% de disparition d'emplois aux États-Unis. Échéance 10 à 20 ans. Le journal Le Soir, en s'appuyant sur une étude de l'Institut Bruegel qui a repris les modèles de Oxford, mais en les adaptant à la Belgique, annonçait 50% de perte d'emploi en Belgique dans 10 ans. Je pourrais... Alors, par ailleurs, en France, au CNAM, il y a Marc Giget qui travaille là-dessus, il a la chaire d'innovation industrielle, il y a d'autres modèles, Michel Voll travaille aussi là-dessus, alors eux disent, mais il y a la possibilité d'un rebond dans un autre modèle industriel, quoi qu'il en soit, le bilan emploi créé, emploi perdu est absolument calamiteux dans tous les cas. Ce que nous pensons, nous, Ars Industrialis, c'est que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle période de la crise. Il y a eu la grande crise financière qui, d'ailleurs, pour nous, n'a jamais été simplement financière. Elle a toujours été bien plus grave que financière. Parce qu'on a toujours dit, c'est les mauvais spéculateurs, c'est le mauvais capitalisme qui tue le bon. Nous ne croyons pas cela. Nous croyons que 2008 a été le premier soubresaut d'une crise du consumérisme, ou disons du modèle fordo-keynésien, qui s'est stabilisé en 1933 avec la constitution du welfare state, etc. Et qui reposait sur un modèle simple, classique, qui mérite évidemment des nuances certainement, en plus selon les pays, etc., selon les périodes, mais grosso modo, gain de productivité taylorien égale redistribution par le salaire, égale boucle vertueuse, parce que création d'un marché de consommation, donc possibilité de ce qu'on appelle la croissance. Nous pensons que ce modèle-là bat de l'aile depuis déjà très longtemps,
d'ailleurs. Dès les années 70, il commence à se fragiliser. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Nous avons des analyses très spécifiques sur ces sujets, mais on n'a pas le temps de les développer ici. Mais par contre, ce que nous croyons, c'est que les 10 années qui viennent vont être des années de deuxième temps de la crise, et que ce deuxième temps de la crise, ça va être une transformation très en profondeur de l'appareil, de l'infrastructure industrielle, qui est provoquée par le numérique, en tant que le numérique permet, par l'algorithmique essentiellement, d'articuler de manière beaucoup plus efficiente des automatismes de différents niveaux. Des automatismes d'êtres vivants, les nôtres, parce que nous sommes des machines automatiques, une cellule même, c'est n'importe quel organisme, c'est un système d'automatisme déclenché par la génétique. Mais nous pensons que le numérique est en train de rendre compatibles des processus d'automatisation de toutes sortes, par exemple en passant par le user profiling chez Amazon, qui permet d'articuler des processus de fabrication, des processus de logistique, etc., etc., et de faire travailler, comme vous le savez, les consommateurs en travail gratuit. Et tout cela aboutit à une disparition de toutes sortes d'emplois, ce qui a déjà commencé largement. Vous avez entendu parler certainement de l'enquête qui a été faite sur Amazon, les conditions de travail dans Amazon, par la BBC, et le journaliste qui a révélé les conditions quasiment d'esclavage des employés de Amazon. Et la réponse de Jeff Bezos, qui n'a pas tardé, c'était il y a 6 mois, a dit « mais j'embauche 10 000 robots ». Voilà. D'ailleurs, j'ai acheté une usine pour les fabriquer, qu'il a acheté 4 milliards de dollars, et cette usine, aujourd'hui, a produit les robots dont a besoin Bezos. C'était dans ses plans, en fait, au départ, bien entendu. Mais je vous donne cet exemple parmi tant d'autres, qui nous donne à croire, nous, que ce processus va effectivement considérablement se développer et va aller vers des diminutions d'emplois de 3 à 5, 10 millions dans des pays comme la France, la Belgique, etc. À partir de là, le modèle qui reposait sur la valorisation du salaire n'est plus, tout simplement plus du tout crédible. Ça ne tient plus la route. Le système est insolvable. Alors cette insolvabilité, elle est ancienne. L'insolvabilité du consumérisme dans ce modèle fordo-keynésien, elle a déjà plusieurs décennies. Elle a été en partie dissimulée par les subprimes, le capitalisme spéculatif financiarisé. Mais on a vu en 2008 ce que ça a produit. Nous pensons qu'il est temps de poser le problème de ce que nous appelons, c'est plutôt la solution de ce que nous appelons un revenu contributif. Alors, à Ars Industrialis, d'une façon générale, nous soutenons depuis des années que nous sommes entrés dans une économie de contribution. L'économie de contribution, elle repose sur la déprolétarisation, c'est-à-dire sur le fait que les gens qui travaillent et qui ne sont pas forcément employés développent des savoirs. Et c'est par le partage de leurs savoirs qu'en fait les nouveaux modèles économiques émergent. Alors ça mériterait aussi des analyses en détail que je n'ai pas le temps de faire, mais on pourra en discuter si vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, nous pensons que demain, la redistribution, parce qu'il va y avoir d'énormes gains de productivité qui vont être accomplis par les automates, si ces gains de productivité ne sont pas redistribués, ces automates produiront pour rien. Et donc le système ne peut pas fonctionner. Et là, ce n'est pas une question d'être gentil, capitaliste ou méchant travailleur ou inversement. C'est qu'il y a une rationalité économique qui fait que de toute façon, ça ne pourra pas fonctionner. Il est donc évident qu'il faut renégocier le statut du travail et le statut de l'emploi. Nous pensons que le statut des intermittents, quelle que soit son histoire, parce qu'il y a une évolution très 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 considérable entre les premiers techniciens du cinéma et le statut des artistes tel qu'il peut être défendu sous Mitterrand par exemple, quelle que soit donc l'évolution de ce statut, il constitue une matrice extrêmement prometteuse et intéressante. Il constitue une matrice pour nous, comme le logiciel libre est une matrice de production et d'organisation du travail. Bon, ça c'est un sujet que je connais bien parce que j'ai dirigé beaucoup, j'ai eu des fonctions de direction d'entreprise à une époque, dans des entreprises publiques, l'INA en particulier et l'IRCAM, et j'ai dirigé beaucoup de développeurs en logiciel libre et je sais très précisément aujourd'hui dire le caractère extrêmement efficient de ce modèle qui repose sur la déprolétarisation des individus et le partage de leur savoir. C'est quelque chose qui est aujourd'hui prouvé, et très très largement étudié d'ailleurs. Après, les interprétations de ces travaux peuvent évidemment diverger. Quoi qu'il en soit, nous pensons que demain, il faut développer un revenu contributif qui n'est pas un revenu minimum d'existence. Nous ne sommes pas contre le revenu minimum d'existence, mais nous pensons que le revenu minimum d'existence, c'est un filet social, comme il en existe déjà avec le RSA ou d'autres, peut-être mieux, mais en tout cas, ça n'est pas un processus dynamique. En revanche, nous pensons que le modèle de l'intermittence
c'est-à-dire la possibilité à développer des capacités, et je prends le mot capacité au sens d'Amartya Sen, et la possibilité par intermittence de valoriser ces capacités dans un secteur qui peut être économique, associatif, public, etc. etc. C'est extrêmement intéressant et c'est une voie de redistribution tout à fait rationnelle qui repose fondamentalement sur la valorisation des externalités positives par d'autres voies que la monétisation par le marché. Bon, vous connaissez certainement la théorie de la pollinisation que quelqu'un comme Yann Oulié-Boutan, par exemple, promeut. Je la partage en partie, pas totalement, mais je ne vais pas entrer dans ce détail non plus. En revanche, je pense qu'elle invite à relire un chapitre bien connu des fondements de la critique de l'économie politique de Marx, qui s'appelle le chapitre sur l'automation, et dans lequel Marx dit en 1857... En fin de compte, étant donné que l'automatisation va se développer et que le savoir va rentrer dans les machines, il va y avoir à un moment donné tout simplement plus besoin d'employés. Il ne le dit pas exactement comme ça, mais ni d'employeurs. Ça, c'est une autre question. Mais s'il n'y a plus d'employés, il ne peut pas y avoir d'employeurs, de toute façon. Et à partir de là, il pose le problème de la fonction du travail. Qu'est-ce que c'est qu'un travail non salarié? Qu'est-ce que c'est que ce qu'il appelle le travail libre ou libéré? Et comment il faut repenser la valeur dans sa structure, c'est-à-dire comment on sort du rapport valeur d'échange, valeur d'usage, puisque le rapport valeur d'échange, valeur d'usage repose sur la monétisation. Et là, on n'est plus dans un modèle de monétisation. Ce que nous soutenons, nous, c'est que la société dans laquelle nous arrivons avec l'automatisation est une société extrêmement anthropique, c'est-à-dire que c'est une société qui va produire énormément de destruction par l'automatisation de toutes sortes de différences qui sont vitales pour l'avenir de l'espèce humaine. Les destructions, c'est ce qu'on appelle les externalités négatives. Et nous pensons que demain, le travail, ça sera essentiellement ce qui permettra de désautomatiser des automates. Non pas pour interrompre ces automates, mais pour les reconfigurer, les reparamétrer et les amener à produire de la négantropie et non pas de l'entropie. Juste pour terminer, je vous donne un exemple qui illustre un petit peu mon propos. Un type très connu en Californie qui s'appelle Chris Anderson avait publié en 2008, en juin 2008, un article sur le business model de Google qui repose sur l'automatisation, de l'analyse en mathématiques appliquées des flux linguistiques, et il montrait que Google en fait avait produit une entreprise de capitalisme linguistique qui n'avait pas de linguistes. Il montrait aussi d'ailleurs que Google avait fait des prédictions bien meilleures que l'OMS sans médecins et sans biologistes. Donc il en concluait, il n'y a plus besoin de linguistes, il n'y a plus besoin de médecins, il n'y a plus besoin de biologistes. Il suffit d'avoir des mathématiciens appliqués et des bons automates et un bon business model. La réponse à cela, factuelle, 4 mois plus tard, exactement 4 mois plus tard, en octobre 2008, c'était Alan Greenspan à qui on demandait « Mais comment avez-vous laissé ce bordel s'installer et comment vous avez pu laisser Lehman Brothers s'écrouler, les subprimes se développer, Madoff diriger le Nasdaq, etc. » Il a répondu « Mais moi j'ai fait ce qu'on disait dans les prix Nobel d'économie, etc. Il faut automatiser les agents rationnels économiques, on peut les remplacer par des algorithmes, etc. Et donc maintenant je me rends bien compte que c'était une folie, qu'il faut évidemment pouvoir critiquer les automates, c'est-à-dire les désautomatiser. Et ça, c'est ce qu'il faudra retenir de cette histoire. C'est ce qu'il dit, c'est en ligne, si ça vous intéresse, c'est extrêmement intéressant ce qu'il raconte. En fait, je crois, moi, en effet, que la question de demain est celle-là, qu'il faut créer une société qui est capable de produire de la négantropie, que cette négantropie, il faut la valoriser, ça sera la valeur de demain. Ce ne sera pas le rapport valeur d'usage à valeur d'échange, ce sera le rapport entropie-négantropie, qui sera le système de valorisation de demain. Il faut repenser toute l'économie de ce point de vue-là, et ça suppose, pour conclure vraiment, dans un premier temps, nous pensons, de mettre en place des processus d'expérimentation qui permettent de réinventer très en profondeur, par exemple, l'utilisation de ce qu'on appelle les budgets sociaux. Comment on transforme le budget social d'un département en un budget contributif, en un investissement social dans les individus, dans leur capacitation au sens d'Amartya Sen. Ça suppose de définir donc des revenus contributifs, des modalités d'acquisition de capacités et de valorisation de ces capacités, comme c'est le cas chez les intermittents. Ça suppose de développer des investissements contributifs, publics ou privés. Ça suppose de développer des crédits contributifs, c'est-à-dire une banque contributive ou des banques contributives territoriales. Autrefois, il existait un crédit municipal qui avait une fonction qui n'était pas celle-là, mais pas complètement étrangère, comme l'a montré un des membres d'Ars Industrialis, qui est Franck Cormeret. Ça suppose une éducation contributive, c'est-à-dire développer une technologie en ligne
numérique, disons, qui soit véritablement mis au service, non pas du business model de Amazon ou de YouTube, mais de l'avenir de la nation et de l'Europe, et puis de la planète. Et ça suppose des territoires contributifs, c'est-à-dire que ça suppose de repenser la territorialité, de reconstruire toutes les politiques territoriales par rapport à cette perspective, et c'est extrêmement prometteur. Voilà, merci de votre attention. Merci Bernard Stiegler, Michel Husson, pour le regard de l'économiste. Mais il y avait un peu d'économie dans ce qu'on a entendu là. Vous aussi, oui, bien sûr. Je veux dire un petit peu de quel point de vue je parle. Il y a 20 ans, je faisais partie des gens qui ont lancé Agir ensemble contre le chômage, AC, et on avait un mot d'ordre qui était un emploi c'est un droit, un revenu c'est un dû. Et d'une certaine manière, il y a eu une espèce de durcissement entre ceux qui étaient pour le retour à l'emploi et qui réfléchissaient à des mesures pour revenir et créer des emplois, et ceux qui disaient, bon, c'est fichu, il n'y a plus d'emploi, et donc il faut passer sur le revenu. Bon, c'est le discours qu'on vient d'entendre. Alors moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit par Samuel Churin, mais sauf sur un point. C'est l'idée que le fait que les politiques ne mènent pas réellement des politiques de création d'emplois ne remet pas en cause l'idée qu'il faut se résigner au fait qu'il n'y aura plus d'emplois. Parce que ça coupe les jambes sur un certain nombre de choses qu'on pourrait mettre en avant et qu'on pourrait articuler avec les mesures immédiates contre la précarité sur lesquelles il y a vraiment effectivement aucun problème. Les deux grands axes de création d'emplois et de reconstruction d'un projet de société, c'est la réduction du temps de travail. S'il y a des gains de productivité, soit dit en passant, c'est assez étonnant parce qu'on entend ce discours qui est celui que Attali a tenu à certains moments, que Rifkin a tenu à d'autres moments. Les économistes aujourd'hui, leur préoccupation, c'est le contraire. C'est la stagnation séculaire, c'est l'épuisement des gains de productivité qui a commencé déjà depuis une quinzaine d'années. Et cette idée qu'il y a moins d'emplois, il y a du chômage parce que la productivité a explosé est complètement erronée. Il y avait beaucoup plus de gains de productivité pendant les périodes où le plein emploi était quasiment réalisé avec 2% de chômage en France. À l'époque, il y avait 4 ou 5% de gains de productivité. Aujourd'hui, où on a un chômage de 10-11% en prenant les chiffres officiels, les gains de productivité sont quasiment nuls. Et la grande inquiétude des économistes, c'est de dire que ces gains de productivité s'épuisent parce que les gains de productivité, c'est effectivement le socle sur lequel se construit la dynamique du capitalisme, sa possibilité de se rentabiliser, etc. Donc c'est une interprétation complètement différente. Mais sur le plan politique, de toute manière, admettons qu'il y ait des gains de productivité. La réponse qu'il faut donner, c'est pas de dire on renonce à l'emploi, mais on réduit le temps de travail. Historiquement, c'est ça qui a été fait. Et donc les idées de moi je partage largement les idées de Larouturou, avec l'argument, si on travaillait autant qu'il y a une génération, qu'il y a un siècle, disons, que nos arrière-grands-parents, il y aurait un taux de chômage de 50%. Effectivement, l'ajustement aux gains de productivité, si tant est qu'on doit encore en avoir, mais sur les gains de productivité qui ont été piqués aux salariés pour alimenter les dividendes, cet ajustement-là, il passe par la réduction du temps de travail. Et le second ajustement, qui est tout à fait important, c'est un véritable renversement. Aujourd'hui, quand on regarde le rapport de force, la manière dont ça fonctionne, y compris les théories sur l'employabilité, en gros, l'idée, c'est montre-moi que tu es rentable pour l'entreprise et je t'embauche. Tant que tu n'es pas rentable, je ne t'embauche pas, même si ça laisse énormément de gens sur le carreau. Et donc l'idée, c'est de retourner ça, c'est de dire on a des besoins sociaux, on les satisfait en créant ex nihilo des emplois, et la rentabilité, elle n'est pas une rentabilité capitaliste, mais il y a un côté effectivement anticapitaliste, une autre logique. Donc on arrive par d'autres chemins à l'idée que le capital ne peut plus fonctionner, enfin qu'il faut remettre en cause les modes de fonctionnement du capitalisme. Soit dit en passant, juste un truc sur l'emploi. C'est une illusion que l'emploi a disparu grâce à ou à cause de la robotisation. Quand on
on regarde ce qui se passe depuis une décennie, le tournant avec la montée des émergents, vous avez la montée en force d'une classe ouvrière assez traditionnelle et pas du tout du cognitif, etc., dans les pays émergents. C'est-à-dire, quand vous regardez à l'échelle mondiale, enfin il y a des stats, on peut trouver ça, la croissance de cette classe ouvrière au sens large, c'est-à-dire ceux qui produisent les biens et les services, elle se fait dans les pays émergents. Donc on a un point de vue occidental qui dit oui, il n'y a plus d'emplois, etc. Sauf qu'effectivement, on les crée ailleurs et qu'on essaye de se concentrer sur les emplois à valeur ajoutée, etc. Donc l'idée qui est très dangereuse, qui est de dire il est impossible de créer des emplois, abandonnons, parce que c'est un argument qu'on entend. Le plein emploi, c'est forcément un emploi précaire. Bon, eh bien, si on admet cette idée, on part sur des positions qui renvoient une espèce d'utopie de redistribution des revenus dont on ne voit pas comment on pourrait l'obtenir si on a renoncé à la logique capitaliste de non-redistribution des gains de productivité, de montée de la précarité, etc. Et donc, je pense que ce qu'il faudrait faire, bon, on peut avoir des analyses de fond qui diffèrent, mais c'est articuler de manière différente, enfin ne pas créer d'opposition, mais d'articuler ce sur quoi à peu près tout le monde, disons, dans les mouvements progressistes, dans les mouvements sociaux est d'accord, à savoir l'idée de statut de salarié, c'est-à-dire de continuité des droits, un peu comme ça existait en Italie, ça s'appelle la cassa integratione, c'est-à-dire quand vous perdiez votre emploi, vous continuez à être payé par une espèce de caisse mutualisée, financée par les employeurs. Bon, évidemment, ça a disparu, il y a belle lurette. L'autre idée, enfin, qui va de pair, c'est l'augmentation des minima sociaux, parce que vous avez aussi une montée de la pauvreté chez les retraités, qui sont encore un autre statut. Donc l'ensemble, quand on regarde l'ensemble des revenus sociaux, des minima sociaux, ont complètement dérapé depuis 10-15 ans par rapport au salaire minimum. Donc là, on a une revendication, une mesure d'urgence, comme on disait dans le temps assez, c'est-à-dire bon, effectivement, il faut parer au plus pressé. On ne peut pas dire, avec nos bonnes recettes, on aura le plein emploi et donc c'est pas la peine de regarder autre chose. Bon, on éradique le chômage et donc où est le problème? Mais la même question à la fin se pose. Et c'est pour ça qu'on peut combiner les deux approches et réserver ça à des débats dans le mouvement en tension, etc. La même question se pose sur le revenu universel, qui peut être une perspective qu'on peut discuter. Voilà, donc à plus long terme, il y a un autre aspect sur cette question de revenu qui me gêne sur l'idée de revenu garanti. C'est que c'est un revenu. Un revenu, ça veut dire on distribue un chèque. Et moi, je serais plutôt pour l'idée de la gratuité, c'est-à-dire l'accès libre aux services publics, à un certain nombre qui sont la forme de rendre réelle l'application d'un certain nombre de droits. Par exemple, si vous avez la question du logement, qui pèse le plus sur la dégradation du niveau de vie de l'ensemble de la population, enfin de la majorité de la population, il y a deux solutions. Si vous dites il faut distribuer un revenu qui couvre la hausse des loyers. Vous avez une course sans fin et vous restez dans la logique marchande, monétaire. La vraie réponse est de dire on a une politique de municipalisation des sols, une politique de logement qui fait qu'on bloque le prix, les loyers des logements. Et donc, ce truc-là est en termes, disons, de rapports sociaux, n'est pas en termes de redistribution du fric. C'est la manière même dont ce fric est engendré qui est en question. Et juste un truc, puisque on a fait allusion au texte des Grundrisse de Marx, le fameux passage qui est tout le temps cité par les partisans du capitalisme cognitif, etc., il faut le resituer dans la logique. La conclusion de Marx, c'est pas dire il faut un revenu universel, c'est la réduction du temps de travail, c'est l'entrée dans la société du temps libre. Et ça, je pense que abandonner cet axe en disant de toute façon il n'y a plus d'emploi possible, etc., c'est quelque chose qui est effectivement compréhensible dans le rapport de force très
dégradé dans lequel on se trouve, mais c'est quelque chose qui, à mon avis, il faut absolument revitaliser comme alternative possible dans l'organisation de la société. Merci Michel Husson. Je sens que certaines lignes de débat sont en train de s'esquisser assez sérieusement. Je passe la parole à Barbara Romagnan. Merci. Alors, je ne vais pas forcément dire des choses contradictoires avec ce qui a été dit, mais je vais au moins essayer de dire autre chose depuis un point de vue un peu différent. De même, je ne suis plus tout à fait sûre de ce que je pense. Et je suis contente vraiment qu'il y ait des gens qui aient réfléchi plus avant à tout ça et qui aient des points de vue, à défaut d'être les mêmes, en tout cas plus élaborés. Vraiment, je trouve que c'est... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est une soirée très intéressante, au moins jusque-là. Je me disais que le débat tel qu'il était posé, on disait est-ce que le modèle des intermittents peut inspirer la création d'un nouveau statut ? Et je me disais aussi que si on se demandait ça, un peu je crois dans la continuité de ce qu'il disait Michel Husson, c'est parce qu'on pense qu'on ne résoudra pas le problème du chômage. Alors, vous avez assez largement dit que ce n'était pas forcément ça que vous disiez, mais en tout cas c'est comme ça que je l'avais abordé. Alors moi je me suis dit que malgré tout, avant tout ça, même si ça n'exclut pas le fait de penser la question que vous posez, il ne faut pas mettre de côté tout de suite le fait qu'on puisse avancer dans la lutte contre le chômage et l'amélioration des conditions de travail. Et mon point de départ, parce que vous l'avez peut-être entendu, je suis invitée parce que je suis rapporteure d'une commission d'enquête d'évaluation sur les politiques de réduction de temps de travail. Je voulais préciser que ça n'est pas une commission d'enquête, je suis députée socialiste qui est à l'initiative du groupe socialiste, mais à l'initiative des libéraux, du groupe centriste. Et je ne suis pas rapporteur de cette commission d'enquête par la volonté de mon président de groupe, mais un peu contre la volonté de mon président de groupe. Je le dis parce qu'on aurait pu penser que les socialistes voulaient valoriser cette politique et donc pensaient que ça pouvait être un outil qui participait à la lutte contre le chômage. Je ne suis pas sûre que ce soit le cas. Je pense donc que, c'est le cas, le travail est dans les faits déjà partagé entre ceux qui travaillent, parfois trop, puisqu'aujourd'hui la moyenne d'un temps plein en France, elle est au-delà de 39 heures, il y a y compris des gens qui en souffrent, et puis ceux qui ne travaillent pas du tout, qui sont au chômage, et puis ceux qui sont au milieu, qui travaillent à temps partiel, qui sont souvent celles quand même, puisque 82% des travailleurs à temps partiel sont des femmes. Donc de la même façon. Et concernant la productivité, ça pourrait être une excellente nouvelle, puisque c'est aussi un moyen de libérer nombre d'hommes et de femmes de tâches qui étaient pénibles et répétitives. Évidemment, c'est une bonne nouvelle dans la mesure où on partage le travail différemment et la richesse de la même façon. De même, on pourrait réfléchir aussi à qu'est-ce que c'est que la productivité. Par exemple, si on prend l'exemple et notre rapport à la productivité, si on prend l'exemple de la ferme des 1000 vaches, si vous voulez bien me dire quand je suis à peu près à la moitié, l'exemple de la ferme des 1000 vaches, est-ce qu'il vaut mieux, je me doute de votre réponse, mais avoir 4 bonhommes qui appuient sur des boutons, gèrent 1000 vaches empilées les unes sur les autres dans un espace où elles ne sortent pas, où elles sont nourries avec des choses importées, avec des OGM, qu'elles développent des maladies et de la souffrance, plutôt que d'avoir 40 paysans qui s'occupent de ces vaches, qui sont formés correctement pour avoir des méthodes d'agriculture et de soins de ces animaux qui permettent d'avoir des choses de qualité, qu'on préserve la terre et qu'on vende des produits de qualité fabriqués par des animaux qui sont dans de bonnes conditions de vie. Merci. Je pense qu'on a aussi encore beaucoup de progrès à faire sur la dignité au travail, y compris tel qu'il est, à la fois en renchérissant le coût des petits contrats et des contrats précaires, ou au moins en diminuant les inconvénients subis par ceux, encore une fois surtout celles, qui subissent ces contrats. Donc ça veut dire qu'il faut taxer davantage les CDD, l'intérim. Ça veut dire aussi que on ne doit plus proratiser, à mon sens, ça fait partie des amendements que j'ai régulièrement déposés, maintenus, qui n'ont pas toujours été adoptés, en tout cas qui n'ont pas été gardés dans les lois. On doit déproratiser le temps de formation. Vous savez que le temps de formation est au prorata de votre temps de travail. Je pense que quand les gens travaillent à temps partiel, c'est souvent des boulots déqualifiés, souvent parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de faire des études plus longues, et donc ils ont d'autant plus besoin et droit à une formation qui serait plus importante. De même qu'on pourrait faire payer aux employeurs des cotisations à temps plein pour les droits à la retraite, si c'est tellement important pour eux est tellement essentiel dans leur organisation du travail d'avoir des salariés à temps partiel, c'est pas aux salariés à temps partiel de le payer non seulement quand ils sont salariés, mais en plus au moment de leur retraite. D'autant que les femmes en général concernées par ce temps partiel le sont aussi parce que ce sont elles qui s'occupent des enfants et donc qui élèvent les enfants qui payeront les retraites de tout le monde plus tard.
Je crois qu'il y a aussi beaucoup à dire sur, mais c'est compliqué, et ça fait vraiment partie de nos débats, comment est-ce qu'on peut borner davantage le travail, parce qu'on peut partiellement le faire. Vous avez parlé du développement des nouvelles technologies, des problèmes que ça pose, mais aussi des facilités que ça offre. Je suis allée à Berlin la semaine dernière pour rencontrer plein d'entreprises capitalistes, dont Siemens, y compris Siemens. À partir de 18h ou de 19h, les emails sont interdits. Alors ça, c'est une convention d'entreprise, mais en tout cas, il y a des choses possibles à faire pour les améliorer. Alors, quand bien même le plein emploi serait-il atteint ou atteignable, il n'en reste pas moins que les personnes pourraient souhaiter avoir davantage de temps libre dans certains moments de leur existence pour s'occuper de leurs enfants, pour prendre soin d'eux, pour se former, pour préparer une reconversion professionnelle, pour faire un tour du monde qu'ils ont sans cesse remis, pour s'investir dans un projet associatif. Donc il faut évidemment penser ces temps et les moyens de les vivre. De plus, je crois que le modèle de développement dans lequel on vit, qui est fondé sur l'exploitation des richesses de la planète, n'est plus viable. Et donc, il va falloir aussi penser comment on fait pour tous ces salariés qui travaillent dans des entreprises extrêmement polluantes, qui travaillent dans des centrales nucléaires, à la fois pour préparer et pour ne pas les laisser en rade si on finit enfin par abandonner ces projets-là, mais y compris pour préparer la reconversion de la société et de notre modèle. C'est en ça que toutes les propositions qui ont été faites sont évidemment très intéressantes, très séduisantes, mais qui malgré tout posent beaucoup de questions, je crois, et je pense que c'est important de pouvoir y répondre. Ça veut dire que ça implique, quand on sépare comme ça le travail des protections, j'y suis pas hostile, hein, mais je me dis que ça pose vraiment beaucoup de questions, ça implique une refonte du Code du travail sur des bases qui sont fondées sur le principe selon lequel l'instabilité de l'emploi est une donnée et que le modèle du CDI et des protections contre les licenciements qui y sont associés ne sont plus adaptés à notre modèle de société. Donc ça présente plein de difficultés. Je pense que ça pose plein de questions aussi sur la notion de subordination, sur la contrainte salariale, sur la question de l'autonomie dans le travail, sur la question de l'aliénation. Donc il faut à la fois reconnaître ce temps où on travaille mais où on n'est pas employé, comme vous l'avez déjà dit à plusieurs reprises. Et poser cette question, c'est évidemment poser la question de la subordination. Or, il faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui, les protections qui sont dans le Code du travail sont la contrepartie de cette subordination. Donc, encore une fois, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais moi, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour arriver à penser tout ça. Je dirais, comme je pense que je m'achemine un peu vers la fin, est-ce qu'il faut libérer le travail de sa condition de subordination pour regagner en autonomie, comme je crois que vous le proposiez assez largement, ou est-ce qu'il faut réduire le temps de travail subordonné au profit d'une libération d'un temps libre plus important pour le salarié? Moi, je ne sais pas répondre aujourd'hui. Je trouve vraiment que le débat est essentiel et intéressant. Mais ce sur quoi je voulais terminer aussi, donc c'est redire que ce n'est pas parce qu'on pense ça et que c'est utile de le faire, à la fois pour répondre à des situations de précarité, de difficulté, qu'il ne faut pas penser comment est-ce qu'on améliore la situation du partage de l'emploi et qu'on réduit le chômage, parce qu'il y a quand même aussi des marges de manœuvre ici, mais qu'en plus de répondre à des situations de précarité, c'est aussi un outil potentiel d'émancipation des salariés et aussi un outil, à mon sens, potentiellement essentiel pour changer le modèle de développement dans lequel on fonctionne aujourd'hui. Merci Barbara. Je vais vous passer là. Je vous remercie d'avoir tenu ce temps qui était malgré tout bref d'exposition de vos idées. Et du coup, c'est vrai peut-être que il y a beaucoup d'idées que vous avez proposées. Il y a une certaine densité de toutes ces idées, d'autant plus que on est dans la transdisciplinarité, c'est ce qu'on voulait. Et je trouve que de ce point de vue, c'est assez ça ouvre. C'est évident que ça ouvre à des questions qui sont manifestement des antagonismes. Et puis aussi, là, comme il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été dites un peu contre l'élargissement du régime des intermittents, je sais que Samuel, vous voulez réagir. Alors, là, pour le coup, on va prendre ce micro-là, s'il vous plaît. Non, je promets, je vais faire vite. Tu voulais le dire, mais effectivement, le mot statut a été employé plusieurs fois. Je rappelle, on ne l'a pas assez rappelé. Ce n'est donc pas un statut, c'est bien un régime spécifique d'assurance chômage. Et statut renvoie effectivement à ceux où on veut nous renvoyer, à savoir ce que Denis appelait la réserve d'Indiens, à savoir des droits au nom de l'exception culturelle. Bien.
Il n'y a pas d'antinomie, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Parce que ça, c'est toujours ce qu'on nous renvoie. Il n'y a pas d'antinomie entre l'emploi et les droits pour les précaires. Il n'y a pas d'antinomie. Je n'ai pas dit que je voulais que tout le monde soit au chômage, que je voulais que tout le monde soit intermittent. Bien au contraire, je n'ai pas dit ça. Bien. Ça, ce soit très clair. Je dis simplement, qu'est-ce que vous faites pour ceux qui sont au chômage? Je dis que le plein emploi est un mensonge. Le plein emploi est un mensonge. Et d'ailleurs, aucun sociologue ne soutiendra le fait que le plein emploi ait un seul jour existé. Ça n'a jamais existé. Jamais, jamais, jamais. Le plein emploi est un mensonge. Qu'est-ce que vous faites pour ceux qui ne sont pas dans le plein emploi? Bien. Je dis simplement que renforcer les droits pour les précaires, c'est aussi renforcer les droits pour ceux qui sont dans l'emploi stable. Vous parliez du lien de subordination. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le projet du MEDEF? C'est renforcer le lien de subordination. Nous savons très bien, nous, intermittents du spectacle, ce qui s'est passé après 2003. Avant 2003, on avait plus de temps pour réaliser nos heures d'emploi. Donc, on avait la possibilité de dire non. Maintenant, c'est la course aux heures. On est obligé d'accepter n'importe quel boulot, à n'importe quel prix, et on est obligé de dire oui. Le travail nous plaise pas. Ça, c'est un lien de subordination renforcé. Si vous donnez des droits aux gens à l'extérieur, eh bien, il y a moins de pression que l'employeur peut faire sur un salarié sur ce qu'on appelle l'armée de réserve. Moi aussi, dans un autre temps, j'ai été informaticien, j'avais un poste un peu privilégié parce qu'on ne pouvait pas me remplacer comme ça, mais il y avait toutes mes copines secrétaires à qui on disait « T'es pas contente, tu te barres, il y en a 200 qui veulent la place. » Bien. Si se barrer, ce n'est pas des conséquences aussi graves que maintenant, à savoir ne pas retrouver du travail et crever la dalle, s'il y a des droits à l'extérieur, alors ça renforce les droits à l'intérieur. Et ça assouplit le lien de subordination. Il est là l'enjeu. Donc quel que soit le truc, et puis je vais finir, parce que j'entends la roue 32 heures, je veux bien, mais qu'est-ce qu'on fait pour moi? Moi j'ai jamais fait, à part, ça fait 25 ans, j'ai jamais fait 32 heures par semaine. Un intermittent ne fait pas 32 heures par semaine. Qu'est-ce que vous faites pour les femmes du bouquin d'Aubenas, du quai de Ouistreham, qui font 8 heures, 10 heures de ménage par semaine? Qu'est-ce que vous faites? Il ne faut pas 32 heures. Dès que vous mettez un effet de seuil, de toute façon, il y a des gens qui seront en dessous. Donc la question, même si vous descendez le temps de travail à 25 heures, je dis qu'est-ce que vous faites pour les gens qui sont à 15 heures? Qu'est-ce que vous faites pour les gens qui sont à 8 heures? Elle est là la question. Elle est là la question. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, qu'il faut dire qu'il faut démissionner sur les politiques de l'emploi. Je n'ai pas dit ça. Je dis simplement qu'il faut se pencher sur des droits pour des gens qui n'en ont pas. Voilà, c'est tout. Et pour finir, il ne s'agit pas d'un revenu universel. Hein. Un revenu universel, c'est des subsides, ces trucs. On parle de salaire garanti, ce qui n'a rien à voir avec un revenu universel. On ne parle pas encore de miettes, de subsides, de droits sociaux, de RSA, etc., etc. On ne parle pas de ça. On parle d'un salaire garanti en sachant que le travail n'est pas l'emploi. Voilà. Je vais faire très court, juste deux choses. Bon, la correction sur le statut des intermittents, il fallait qu'elle soit faite. Simplement, il faut aussi dire que ce qui fait la spécificité pour le moment, c'est pas uniquement un régime d'assurance chômage. C'est venu d'abord de conditions inscrites dans le Code du travail du recours au CDD d'usage. Bon, ça, il y a une question. Et puis, d'autre part, il faut quand même qu'on parle de métiers, on parle d'intermittents en général comme si ce n'était pas des artistes, des techniciens. Alors là, ça rejoint un petit peu le débat que ce que disait Bernard Stiegler sur le fait que qu'est-ce que c'est le travail? Il se trouve que la plupart des métiers, parce qu'il y a aussi une part industrielle dans nos métiers, la plupart de nos métiers, c'est une économie de prototypes. Il n'y a pas de spectacles qui sont pareils. On peut trouver bon ou moins bon, mais un spectacle, même une représentation, Sam est bien placé qui est comédien, même d'une représentation à l'autre, c'est pas la même. Ça m'est arrivé d'aller voir un concert d'une personne que j'aime bien dans la même tournée pour voir 2 fois le même concert. C'était pas le même concert d'une ville à l'autre. Et donc la question, alors c'est peut-être là où il y a aussi une résistance. C'est pas seulement le régime des intermittents et les luttes qu'on mène depuis des années. C'est la question de comment on résiste à la standardisation et au fait que peut-être justement c'est là qu'il y a des espaces
pour faire autre chose que l'automatisation. Enfin, en tout cas, le spectacle n'est pas automatisable, même si les caméras de télévision le sont au journal télévisé pour filmer Pujadas, mais bon, c'est l'industrie de l'information, si on peut appeler ça de l'information. La question, c'est aussi ça. Et puis, sur le débat, juste pour faire court aussi, sur la réduction du temps de travail, on ne peut pas parler de réduction du temps de travail sans parler de l'intensification du travail. Parce que les 35 heures, qui est une belle idée, qui ont visiblement créé un peu d'emplois à un moment, le problème, c'est que ça s'est accompagné d'une intensification du travail extrêmement grande, ce qui fait que tous ceux qui bossaient 39 heures pour faire un boulot se sont mis à faire plus de boulot dans les 35 heures qu'ils font. Et par ailleurs, le développement du temps partiel et autres, et de tous les interstices, ont fait qu'on a de plus en plus précarisé de façon à utiliser encore plus l'emploi, et particulièrement, ça a été dit par Barbara Romagnan, particulièrement les femmes. On a calculé à la CGT, j'étais à une réunion il y a quelques jours, qui disait que puisque les régimes de retraite complémentaires risquent d'être à nouveau mis à mal parce qu'ils ne sont pas financés à une échéance très brève, la GIRC, les cadres à l'échéance 2018 et l'ARCO à l'échéance 2024, rien que l'alignement des salaires des femmes sur celui des hommes réglerait 3/4 du déficit. Bon, voilà, ça peut faire réfléchir sur des mesures réelles de ce que devrait être l'égalité femmes-hommes. Voilà, donc travaillons sur le sens, mais la question de la mise en concurrence avec les automates, oui, ça m'intéresse, que je vais lire un peu plus profondément les livres de Bernard Stiegler qui sont sur ma table de chevet depuis un bout de temps. Justement, c'est Bernard, vous vouliez prendre la parole. Oui, merci beaucoup. Alors d'abord, je voudrais dire que moi, je ne défends pas du tout le revenu minimum garanti. Je crois qu'il ne faut pas me dire, je ne vous ai pas parlé de capitalisme cognitif non plus d'ailleurs, donc il ne faut pas projeter sur moi des choses lues ailleurs. Je ne suis pas contre le revenu minimum, mais je le soutiens même, j'ai signé des pétitions pour ça, mais je pense que ça n'est pas une solution économique. C'est une garantie de justice sociale minimum, ça n'a rien à voir avec une solution économique. En revanche, je crois qu'en effet, il faut inventer un nouveau type de revenu qui repose sur la valorisation des externalités positives et sur la capacitation. Je veux quand même dire une chose, parce que tout le monde ne connaît pas forcément ce que veut dire capacitation. On entend parfois parler de capacité comme empowerment chez Amartya Sen et tout, ça ne veut pas du tout dire ça. Les capacités, c'est ce que Amartya Sen a théorisé, il a eu le prix Nobel d'économie pour cela d'ailleurs, comme étant le fait incroyable que la capacité de l'espérance de vie des gens qui habitent au Bangladesh dans les 70 est plus élevée que celle qui habitent à Harlem. Il n'y a pas d'égout, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de flics, il n'y a pas d'école, etc. Mais il y a une espérance de vie plus élevée parce que Amartya Sen a montré que c'est parce que ces sociétés maintiennent des savoirs sociaux, des capacités développées par les individus ensemble et transformées par les groupes. Et ça, je pense, c'est extrêmement important. Alors, Marx n'a jamais parlé de réduction de temps de travail. Dans les Grundrisse, Marx parle de la disparition de l'emploi salarié. Il n'emploie pas le mot d'emploi, il parle de salaire, mais il dit que ça va devenir obsolète. C'est-à-dire, voilà, on va passer à un autre stade. Il abandonnera tout ça d'ailleurs, hein, parce que le capital ne repose pas du tout sur ces hypothèses. Mais moi, je crois, comme les Italiens, que le Grundrisse correspond beaucoup plus à la réalité actuelle que le capital. Voilà. Et qu'il faut les relire. Ça ne veut pas dire que c'est la Bible, hein, mais il faut les relire. C'est fondamental. Par ailleurs, je crois qu'il faut acter du fait que nous sommes en train de vivre une transition industrielle. Et que je ne suis pas, moi, je suis très critique sur Rifkin, sur beaucoup de discours de ce type-là, et je m'en méfie beaucoup, parce que c'est aussi un storytelling de l'idéologie managériale, hein, tout ça. Mais néanmoins, nous vivons véritablement, comme il y a eu une transition entre l'emploi, disons le capitalisme de la prolétarisation décrit par Marx et d'autres au 19e, et ce qui est apparu à partir des années 1910-1920 aux États-Unis, où évidemment un autre capitalisme apparaît. Ça reste un capitalisme, ça reste une société industrielle, mais ce n'est pas le même capitalisme et ce n'est pas le même modèle industriel. Nous sommes en train de vivre un changement à cet égard. Et là, vous disiez, on débat, il y a perte de gain de productivité, il n'y en a plus, mais ça dépend où.
Et oui, en effet, d'abord, il y a très peu d'investissements maintenant, enfin de moins en moins d'investissements industriels par les industriels français et maintenant allemands. Bon. Donc évidemment, il y a moins de gains de productivité s'il y a moins d'investissement, ça c'est inévitable. Mais ce n'est pas le cas pour Amazon, ce n'est pas le cas pour Foxconn, etc. Et comme me le disait Samuel en aparté, bien sûr que la robotisation est moins intéressante quand on paye les gens $1. Hein. Sauf que le patron de Foxconn, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y a déjà 9 mois, a dit « Maintenant, mes ouvriers chinois commencent à me coûter trop cher, donc je vais automatiser ». Et si Foxconn automatise, si Mercedes automatise à haute dose, et Mercedes est déjà très accompli, si Amazon passe en tout automatique, etc., si le travail gratuit est développé, fait que l'automatisation, nous la portons ici aussi, mais sans même nous en apercevoir. Ça crée des économies d'échelle sur la production des automates, ça veut dire que leur coût baisse considérablement, et c'est ce qui va se passer dans les années qui viennent. Ça, c'est là-dessus, il y a un accord général. Marc Giget, Michel Vol en France, tous les instituts dont je vous ai parlé tout à l'heure posent ce fait. Le coût des robots va drastiquement diminuer. Or, le coût du travail monte dans les pays dits émergents. Il y a donc une équation qui va se produire, c'est ça qui est attendu, et ça va être, je crois, un très gros choc. Moi, je ne suis pas pour, évidemment, l'abandon de la protection de l'emploi. Hein. C'est évident qu'il faut protéger l'emploi. La question n'est pas celle-là. La question, c'est bien sûr qu'il faut protéger l'emploi, mais si nous savons que de toute façon, il est condamné à régresser, ne racontons pas de salade. Ne prenons pas les individus pour des idiots. Ils sont tout à fait capables de comprendre qu'à court terme, on défend l'emploi, mais qu'à long terme, ça disparaîtra. Donc parlons-leur comme à des adultes, en les prenant tout à fait au sérieux. Je crois, moi, que par ailleurs, toutes ces questions se posent dans un contexte qui est ce qu'on appelle maintenant l'anthropocène, que ce modèle qui est basé sur la première et la deuxième époque de l'industrie, du capitalisme industriel, est producteur d'énormes externalités négatives qui menacent l'avenir de la vie, tout simplement, sur la planète. Et qu'à partir de là, il faut construire une nouvelle rationalité économique. Économiser, ça veut dire prendre soin. Économiser, ça veut dire cultiver, ça ne veut pas dire détruire. Aujourd'hui, on est dans un modèle, ce modèle basé sur le soi-disant emploi qui est du bidon, est ultra toxique, et il faut produire un autre modèle où la valeur, c'est la détoxification de la planète. Et ça, ce n'est pas un discours simplement d'écologiste, c'est un discours d'une nouvelle rationalité. La valeur, il y a des valeurs fictionnelles, fictives, qui sont d'ailleurs extrêmement importantes. La monnaie est une fiction, toujours, et c'est très important dans la société depuis le XVIe siècle. Mais il y a des valeurs qui sont des valeurs de survie. Et aujourd'hui, en plus, il y a une stérilisation de l'imagination, il y a une stérilisation de l'inventivité, etc. Et donc, il y a un discours à tenir, y compris à un capitalisme, je dirais, qui se soucie de l'avenir, comme par exemple ce capitalisme catholique qui a créé les allocations familiales, et qui a, au nom de la Vierge Marie, dit il faut protéger la mère et les enfants, et c'est très bien. Il y a des gens qui pensent des choses intéressantes aussi dans ce monde-là. Et je pense qu'il y a un nouveau contrat social à trouver. Un nouveau contrat social, c'est aussi un nouveau compromis, quoi. Mais même si donc vous partez vraiment d'hypothèses qui sont extrêmement concrètes, est-ce qu'il n'y a pas un problème de rythme simplement entre ce que vous énoncez, disons, vers la droite de la table et vers cette partie gauche. Donc il n'y a pas d'antagonisme forcément, c'est simplement une question de capacité à penser les deux. Cette chose qui est là, extrêmement difficile et dure, contre laquelle il faut se battre. Donc éventuellement par la réduction du temps de travail, et ce que vous proposiez aussi, Barbara. Et puis penser en même temps quelque chose qui, problème quand même majeur, j'ai bien entendu, attaquait aussi le Code du travail aujourd'hui. C'est-à-dire ce que vous disiez sur la refondation obligatoire du Code du travail à partir du moment où on distingue l'emploi du travail. Ou plutôt les mesures de précaution, enfin, de la personne par rapport à l'emploi. Donc d'une certaine façon, c'est presque un antagonisme qu'il faut réunir dans la même pensée, dans le même acte aussi. Moi, c'est ça que j'entends dans vos différentes contributions et vos oppositions. Je m'excuse, je reprends la parole, mais je ne veux pas abuser, mais
je pense qu'il y a un monde qui est en train de disparaître, un monde qui est en train d'apparaître, tout simplement. Et c'est pas nouveau. Je veux dire, Hegel a décrit des situations comme ça. Comment s'appelle-t-il? L'auteur de La Société du risque a aussi décrit des choses comme ça. Bon, ça s'appelle des phases de transition. Et donc, il faut être capable d'assurer ce qui existe encore du monde qui est en voie de disparition. Ça ne veut pas dire qu'il va s'écrouler demain matin. Et il va se maintenir peut-être pendant 10 ou 20 ans. Mais avec des processus de transformation qu'il faut absolument accompagner. Si on ne le fait pas, et là je parle surtout à la gauche et à la députée qui est là, qui nous représente, si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ce que Bill Gates a fait le 13 mars dernier à Washington. Il a fait un grand discours en disant la software substitution, c'est-à-dire le fait que les algorithmes qui sont des automates sont capables de remplacer, il dit, les avocats, les médecins, les chauffeurs de camions, tout. Et effectivement, l'étude de Oxford montre que ça concerne 712 métiers. Et ça touche tous les emplois. Si on ne construit pas un scénario de montée en puissance progressive d'un nouveau modèle, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va s'aligner sur Bill Gates. Bill Gates disant, écoutez, il n'y a pas d'autre solution qu'avec les robots, de toute façon, pour protéger les emplois. Supprimer les taxes sur les entreprises, supprimer les avantages sociaux, enfin bref, diminuer le coût du travail, c'est toujours le même discours. Et donc on va subir l'automatisation absolument sans proposer un scénario qui serait bénéfique pour le travail et non pas pour l'emploi. Voilà. Donc il est fondamental de scénariser. Par ailleurs, moi je crois absolument pas du tout que quiconque soit capable aujourd'hui de trouver des solutions à ça. Donc je pense qu'il est fondamental d'expérimenter, de créer des processus, de trouver des territoires qui soient candidats et accompagnés pour le faire. Il est impossible de sortir de son chapeau un modèle tout cuit. Ça, c'est pas possible. Barbara, est-ce que vous voulez répondre du point de vue de la politique, parce que, enfin, du politique, enfin, de la femme politique, à partir du moment où vous êtes à la fois dans l'urgence du quotidien et aussi là, la nécessité d'anticiper, de se projeter dans quelque chose qui est assez compliqué, on va dire. Voilà, moi, je ne suis pas dans l'urgence du quotidien, enfin, pas jusqu'à 2017 en tout cas. Mais en tout cas pas plus que les personnes qui sont là. Moi, je me reconnais dans ce que vous dites sur le monde qui disparaît et l'autre qui apparaît, mais je dois avouer que j'ai malgré tout, à la fois, je le conçois intellectuellement et je n'en doute pas. Et malgré tout, c'est quand même, ça reste difficile vraiment d'en prendre la mesure et de se le représenter. Et si pour moi c'est difficile, je vais vous parler un peu de mon point de vue concret là, de député sur ma commission d'enquête. Je suis en train de terminer le rapport dans des conditions difficiles. Il faut que je conclue et que je fasse un peu de prospective. Enfin, le débat aujourd'hui, c'est, en tout cas là-bas à l'Assemblée, pour ceux qui en parlent, et vous envoyez des fois des traces dans les journaux, c'est... au mieux, vous avez entendu, c'est les ministres du gouvernement qui disent « Non, bien sûr, on ne touche pas aux 35 heures », même si en même temps ils disent « Mais il faut les assouplir », alors que les 35 heures elles-mêmes ont apporté beaucoup de souplesse et on aimerait bien savoir ça veut dire quoi assouplir encore les 35 heures. Et donc, moi, j'en suis à dire que vu la situation sociale, l'état du marché du travail, la façon dont le travail est partagé aujourd'hui, donc je suis bien loin de tout ça, je peux concevoir que ça ne va pas de soi de continuer à partager le travail, pas forcément avec la semaine de 32 heures, mais ça peut prendre beaucoup des formes dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une forme des droits, des comptes, un nouveau régime qui permet qu'à des moments de sa vie, on a du temps pour soi, pour créer dans sa parentalité, pour créer une nouvelle association, se développer ses savoirs, etc. Et que ce partage différent du temps de travail et donc aussi la façon d'envisager le temps libre, ça peut être une façon de le faire. Mais moi, il faut que je dise, bon, ok, c'est pas facile à faire pour les entreprises, etc. Mais moi, je leur dis, mais enfin, quand même, le truc le plus difficile, c'est la façon dont, comment font les gens, même si on se limite à la France, comment font les gens pour vivre? Ça, c'est quand même autrement plus difficile que simplement réorganiser une entreprise. Et puis, pour des politiques, comment est-ce qu'on fait à gauche pour assumer de maintenir la situation telle qu'elle est, voire de l'aggraver,
Pourquoi, alors que le seul bilan, même si je veux bien admettre qu'il y a des critiques à faire, que pendant 40 ans, le moment où le chômage a baissé, sans doute pas suffisamment, mais quand même de façon aussi massive, ça n'est jamais arrivé, c'est quand on a réduit le temps de travail. Alors d'accord, il y a des endroits où il y a eu de l'intensification, il faut le prendre en compte. Il n'y a pas eu que ça, il y a aussi eu des gens qui n'avaient pas de boulot, qui en ont trouvé un. Il y a aussi eu des gens pour qui ça a amélioré la possibilité de rendre compatible leur vie professionnelle avec leur vie privée. En France, le temps partiel, même s'il est beaucoup trop développé chez les femmes, il l'est moins que dans les autres pays et le temps partiel est moins bas. Et les 35 heures ont aussi participé à ça, c'est-à-dire qu'à ne pas continuer à accélérer, je vous accorde que on peut avoir plus d'ambition, mais à ne pas continuer à accélérer le développement du temps partiel et en plus un temps partiel extrêmement partiel. En France, les femmes ont un temps partiel, je vous l'ai déjà décrit par rapport aux hommes, mais par rapport aux autres pays, elles sont moins nombreuses à être à temps partiel et leur niveau de temps partiel est moins élevé que ce que n'est globalement dans les autres pays. Donc la difficulté, enfin moi ce qui m'est compris difficile, et je vous disais si pour moi c'est difficile, je vous explique pas, il y en a quand même beaucoup d'autres, en tout cas parmi ceux qui votent les lois à l'Assemblée pour qui ça va être compliqué à envisager. Ce n'est pas une raison pour pas le faire. C'est comment est-ce qu'on passe de la situation dans laquelle on est maintenant à ce que vous dites, c'est une autre question à tous, et comment est-ce qu'on arrive à préparer ça. Et je vous avoue que je ne suis pas optimiste, mais juste pour ce soir, en fin de semaine, après s'être reposé et avoir davantage lu, évidemment, on se remet à la tâche et on tâche de convaincre sur comment est-ce qu'on peut faire. Oui, juste un mot, parce que il faut voir à quel point et comprendre pourquoi le patronat et la droite sont tellement hostiles vis-à-vis des 35 heures. Pourquoi pour eux c'est une horreur, c'est pas une horreur économique parce qu'effectivement ils ont récupéré en flexibilisant et en plus on leur a allégé les cotisations sociales. C'est une horreur parce que c'était un moyen, pas imparfait, de reprendre le contrôle justement sur la gestion de l'emploi. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas supporter. C'est-à-dire l'idée, parce que c'est extrêmement sensible, si vous voulez, maintenant, on est dans une situation tellement catastrophique que ça ne se voit plus, mais dans les périodes précédentes, il y a une espèce de jeu entre la situation de l'emploi et la position de force des salariés. Il y a eu des périodes à la fin des années 80, à la fin des années 90, où il y avait une reprise un peu de l'emploi, et les patrons se mettaient à hurler en disant on ne peut plus embaucher, il y a des pénuries d'emploi, etc., uniquement parce que les salariés pouvaient demander un peu plus, étaient un petit peu en meilleure position. Et ce qu'on a observé aussi, c'est que quand on a créé des emplois, pratiquement 2 millions pendant la période des 35 heures, les formes de précarité ont stagné parce que le rapport de force, là aussi, du point de vue des créations d'emplois, on ne pouvait pas proposer n'importe quel contrat foireux. Et donc, il y a un lien tout à fait évident qu'on peut presque regarder statistiquement entre le rapport de force qu'il y a sur le marché du travail et l'ensemble des conditions d'emploi, d'utilisation de la force de travail. Et dans la situation très dégradée, bon, je veux dire, on peut effectivement... ce qui manque, si vous voulez, c'est la défense d'une grande idée au nom de laquelle résister aux politiques qui sont menées. Et par exemple, sur les 35 heures, bon, il y a eu des aspects négatifs dans la manière dont ça s'est fait. Mais aujourd'hui, vous voyez bien qu'un des points d'application de Macron, c'est le temps de travail. Ça va être l'idée que la bonne idée pour sortir de la crise, c'est de geler les salaires et d'augmenter le temps de travail. Si en face de vous, en face de Macron, il y a un ensemble d'un corps social qui pense qu'au fond, de toute façon, la RTT, ça n'a aucun rapport avec l'emploi, que ça n'a pas permis de créer des emplois, ou que c'était des emplois dégueulasses, ou que de toute manière, il n'y aura plus de création d'emplois, c'est un boulevard idéologique. Et quand il y a eu un sondage récent, la majorité des Français est finalement aujourd'hui convaincue, si on croit les sondages, que ce type de politique peut fonctionner. Bon, et donc, dans ces conditions-là, c'est vrai qu'il faut ramer. Et ce qu'il y a de dramatique dans la situation aujourd'hui, c'est que idéologiquement, on fait passer des choses par des biais différents qui consistent à dire que il n'y aura plus jamais d'emploi, et que vous voyez bien le côté absurde du truc. Si on augmente le temps de travail, c'est pas pour créer un supplément d'emploi. Le CICE n'a aucune
prétention réelle à créer des emplois. Son vrai objectif, c'est de rétablir la rentabilité, la profitabilité, etc. Donc il faudrait envoyer au moins par décence, enlever le E de CICE. Donc on est dans cette situation-là. Et donc on a besoin de luttes comme celle des intermittents, parce que moi, il n'y a aucun... Enfin bon, de toute façon, mon avis importe peu, mais je veux dire... mais il y a aussi besoin de projets qui s'articulent avec ça. Et par exemple, le projet de nouveau statut du salariat, pas de l'intermittence, que met en avant la CGT ou la sécurité sociale professionnelle, c'est un tel projet au nom duquel on peut retourner un petit peu ce rapport de force, parce que ça ne se fera pas s'il n'y a pas d'alternative un peu, non seulement à portée de main, mais qui montre une direction. Et moi, je pense que la réduction du temps de travail, mais admettons les hypothèses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, qu'on robotise à mort. La contrepartie de cette robotisation, c'est soit une espèce de fragmentation, de défragmentation totale de la société, avec une masse d'exclus avec qui on va filer un petit revenu, et puis ceux qui vont travailler parce qu'il y aura quand même encore des choses à faire tourner. Donc une société une société complètement ravagée. Et la seule alternative à ça, c'est de dire on partage le travail autrement. Parce que la réduction du temps de travail, elle a lieu. Elle a lieu sous les formes les pires. On est dans une société où il y a des gens qui travaillent, pour simplifier, à 40 heures, ceux à mi-temps qu'on force à travailler à 20 heures, et puis les autres travaillent à zéro. Donc il y a réduction du temps de travail. La question, c'est de savoir comment elle se passe, et c'est pour ça que l'idée qu'on répartisse sur l'ensemble du corps social d'éventuels gains de productivité, puis ceux qui ont été bouffés par les actionnaires, parce qu'il y a eu en gros, la vraie cause du chômage n'est pas technique. Il y avait peu de gains de productivité quand le chômage a explosé. Je veux dire, la vraie raison, c'est une répartition des revenus. C'est que le peu de gains de productivité qu'il y avait a été pompé par le profit et en fait par les actionnaires. Donc si on veut, on ne peut pas réduire le chômage sans toucher à cette répartition et sans revenir sur ce type de répartition. Et même si vous essayez de penser une société où il y a peu de croissance, bon, parce que l'une des questions qui est compliquée, c'est qu'on doit raisonner aussi sur nos projets, sur une société qui a peu de croissance. Bon, ce qui est curieux, parce que s'il y a d'énormes gains de productivité, normalement, ça fait d'énormes gains de croissance. Hein, dans les concepts habituels. Hein, bon, pas du tout. Alors, ces gains de productivité ne seront pas effectifs. Non, mais bon, alors je sais pas, c'est peut-être de la philosophie, mais je veux dire de l'économie. De l'économie, il y a une dialectique. Les gains de productivité n'existent que si les marchandises sont vendues. Sinon, c'est du travail, c'est du travail qui est dépensé en les subprimes. Bon, je veux dire, effectivement, alors on peut prolonger. La période du capitalisme néolibéral après la crise du Fordo keynésianisme, enfin bon, des 30 glorieuses, quoi, en gros. Le truc majeur qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait plus de gains de productivité. Et que tous les artifices financiers, de surendettement, de captation par la finance, ont été une réponse à cet aspect-là. Bon, et donc, je veux dire, on ne peut pas refaire le truc, quoi. On peut... Vous parlez de profit, c'est pas du tout la même chose. Non, la base des profits, c'est gain de productivité. S'il n'y a pas de gain de productivité... S'il n'y avait pas de gain de productivité, il n'y aurait pas d'augmentation du chômage. C'est un problème de redistribution et d'irrationalité. C'est-à-dire qu'on n'a pas redistribué précisément, donc la solvabilité a diminué. Du coup, on a créé des artifices pour dissimuler cette insolvabilité et le système se casse la gueule. Il est insolvable, ce système. C'est ça le problème. Mais il y a un malentendu entre nous. Nous ne sommes pas, je ne crois pas du tout, ni eux ni moi, contre la réduction du temps de travail. C'est pas du tout ça ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que de toute façon, et bien entendu qu'il faut réduire le temps de travail, c'est évident, moi je soutiens ça. Mais ça ne suffit pas. À terme, non mais je parle à monsieur Husson, à terme, c'est de toute façon un problème qui ne sera pas résolu parce que la robotisation va se développer et s'il y a une augmentation du chômage, c'est parce qu'il y a des processus de remplacement. Je sais pas, moi vous l'avez vu, il y a plus de gens qui poinçonnent le métro, dans le métro, il y a plus de gens qui conduisent les métros, etc. C'est une réalité, ça, vous pouvez pas le nier. Bon, alors oui.
il y a un monsieur là-bas qui... Oui, bonsoir à tous. Oui, vous parlez tous de partage du travail. Moi, je parlerai aussi du partage de la vie, de manière générale, à savoir donc partage des loisirs. Et c'est vrai qu'il y en a un certain nombre, à mon avis, mais au vôtre, je pense aussi, qui ne souhaitent pas le partager. Et d'ailleurs, et à cet égard, les 35 heures étaient censées donner, a priori, plus de loisirs aux salariés, de manière générale. Mais les salaires ont été bloqués quelque part. Et la précarisation du travail est arrivée à grands pas. Du coup, que s'est-il passé? Ou moins de partage. Enfin, quand je dis de loisirs, ce n'est pas que du loisir, c'est-à-dire aller taper dans une balle ou etc. Non, il y a aussi l'enrichissement personnel. Simplement. La culture, donc s'enrichir précisément pour éventuellement voir et penser le travail autrement. Enfin, ce qu'on appelle le travail. Mais le travail qui peut être simplement une occupation. Garder des enfants, c'est un enrichissement. Je suppose que certains d'entre vous ont lu Friot. Bon, ok, alors vous parliez de salaire de remplacement, etc. Enfin, j'ai moi-même été intermittent 25 ans, je sais ce que c'est. Bon, mais c'est vrai que quand j'ai lu Friot, je me dis, tiens, voilà, 18 ans, 1800 € à vie, etc. Bah oui, et pourquoi pas, hein? Alors effectivement, bon, il faut tout mutualiser, etc. Bon, mais c'est faisable. Et d'ailleurs, la CGT, depuis les années 95, bosse là-dessus. Pourquoi est-ce que la CGT, depuis les années 95, n'a pas mis en avant ce type de processus, on va dire, hein? Je me suis souvent bagarré un peu à la fédération. Voilà. Si on prend peut-être la question du monsieur là-bas qui avait levé la main. Il y en a beaucoup, oui. Vous allez avoir, on a du temps là, donc. Oui, je suis prêt, moi, si vous le souhaitez. Je suis ici. Allez-y. Oui, moi, je suis un peu inquiet par rapport à ce qu'on appelle les GAFA. Les GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook et Apple, qui sont en train de s'approprier discrètement mais efficacement toutes les entreprises de nouvelles technologies, de robotique, de biologie, etc., etc. Et ça, pour moi, je trouve ça un peu dangereux de mettre entre les mains de quelques-uns un pouvoir immense qui va arriver dans les mois, dans les années qui viennent. Et il y a pour preuve une anecdote récemment dans la presse, on a vu Nestlé a embauché 1000 robots au Japon pour vendre leur machine à café. Alors dans la presse, ça a été pris sous forme humoristique. Ah, c'est très marrant. Mais moi, ça me fait pas rire du tout parce que c'est que le début, ça. Ça, c'est une expérience, mais c'est que le début. Et je pense que effectivement, tous les grands groupes acquièrent toutes les startups qui tournent autour des nouvelles technologies comme ça, et pour les mettre en place de toute façon et accélérer le processus. Si quelqu'un veut répondre à la table, allez-y. Enfin, après on donne la main. Il faut que ce soit court et les questions et les réponses. Bon, alors prenons plusieurs questions. Oui, que le statut des intermittents soit un modèle à explorer parce que oui, que le statut des intermittents soit un modèle. Le régime des intermittents, excusez-moi, je change de mot. Mais bon, pour reprendre une formule d'un auteur qui est bien connu ici, peut-être André Gorz, à la fin de sa vie, parlait d'un revenu continu pour une activité discontinue. Et c'est vrai, comme ça a été dit, que la précarité touche de plus en plus de monde. C'est probablement une matrice, un modèle à explorer. Et Bernard Stiegler a raison. Il y a plein de rapports, Oxford, Race Against the Machine, etc. Il y a de formidables gains de productivité dans le secteur et qui vont toucher nombre de professions. Non seulement il faut aller vers une réduction féroce du temps de travail, mais peut-être une redéfinition du travail lui-même. Et le fameux fragment sur les machines de Marx dans les Grundrisse, à force d'en parler, de le citer, il y a un petit quelquefois de rejet, etc. Mais on pourrait citer l'idéologie allemande.
Marx imaginait une société où on pourrait être pâtre le matin, menuisier l'après-midi et critique littéraire le soir, sans être enfermé dans le statut de peintre, de menuisier, etc. Et si le temps libre nous promet quelque chose, un nouvel enrichissement, c'est ça aussi. Et Michel Husson, je vais te tutoyer parce que je te connais un peu, tu disais avec juste raison que tu étais parmi les fondateurs et les premiers militants d'AC. Nous allons fêter prochainement, le 13 décembre, les 20 ans d'AC. Tu as été invité comme intervenant, tu as dit que tu n'étais pas disponible. C'est bien dommage. Mais à AC, tu as un peu présenté à ta façon les revendications d'AC, à savoir nous serions passés d'une revendication des 32 heures à une revendication de revenus garantis non définis. Je m'inscris en faux. J'ai participé à toutes les AC, j'étais dans les groupes de travail. Nous revendiquions simultanément et de façon indissociable la semaine de 32 heures, il y a 20 ans, compte tenu des gains de productivité, ça pourrait être moins, et en attendant une répartition du travail, un revenu garanti avec ou sans emploi, égal au SMIC. On avait une argumentation qui faisait valoir pourquoi le SMIC. Et encore, les deux revendications étaient articulées et indissociables. Parce que, tout simplement, on a besoin de vivre, et en attendant qu'on travaille tous et beaucoup moins, on avait une revendication d'un salaire garanti au SMIC. Et le SMIC n'était pas choisi par hasard, hein. Mais il y avait 4 arguments fondamentaux que ceux qui viendront le 13 décembre fêter les 20 ans d'AC auront l'occasion d'entendre ou de réentendre. Voilà ce que je veux dire. Mais oui, c'est vraiment la valeur travail qui est questionnaire la période. 2 fois, d'un point de vue économique, et Michel Husson, qui est très bon marxiste, je ne ferai pas dessus, et aussi du point de vue éthique, du point de vue moral. La morale du travail, c'est peut-être quelque chose qui est dépassé. Le temps libre, pourquoi faire? Et il faut aussi aller vers une nouvelle définition de la richesse, qui n'est pas seulement économique, c'est pas seulement des thèmes monétaires, etc. Le temps libre à enrichir, oui, ça c'est un projet d'avenir. Travaillons tous beaucoup moins et beaucoup mieux. Merci. Je crois qu'il y avait une question pas très loin. Là, ici, très courte. Une question madame. Très courte. Que pensez-vous du temps de travail choisi? Premier tour de table. Je vais être très bref, hein, mais simplement, Monsieur Huchon, quand vous avez parlé d'une époque du quasi plein emploi. Huchon, pardon. Huchon, c'est quelqu'un d'autre qu'on n'a pas invité. C'est une expression assez problématique quand même, parce que cette époque, j'imagine que vous faites référence aux 30 Glorieuses, et pendant cette époque-là, il me semble, en plus, j'ai vu quelqu'un vous dire la même chose en vidéo pas longtemps avant de venir, c'est vrai que ça me marque un peu. Et ce plein emploi-là, c'était quand même du plein emploi masculin. Et uniquement masculin. On ne comptait pas le fait que les femmes soient employées à ce moment-là. Et cette personne, vous avez dit d'ailleurs que quand on regarde les chiffres, pendant les 30 Glorieuses, la proportion de la population qui était employée était plus faible que la proportion actuelle. C'est juste qu'aujourd'hui, on s'est mis à compter les femmes, ce qu'on ne faisait pas avant. Il y a une première chose. La deuxième chose, c'est que vous, et Madame Moignan, vous avez parlé de réduction du temps de travail. Vous continuez de parler uniquement de réduction du temps de travail et vous êtes allé jusqu'à dire les gens qui travaillent zéro. Mais bon, effectivement, il y a quelqu'un d'autre qui après a dit de la distance entre dire les gens qui travaillent zéro et les gens qui sont des zéros. À vous et à Madame Moignan, il y a quelque chose dans les mots que vous utilisez, probablement involontairement, respire un certain mépris, quoi. Quand vous opposez le fait de travailler à le fait de s'occuper de ses enfants, comme si tout ce qui est du travail domestique n'est pas du travail, tout d'un coup, voilà. C'est genre travail zéro, et c'est vraiment, enfin, c'est méprisant. Voilà. Je vous pose comme ça, j'aimerais bien entendre votre réaction là-dessus. Moi, quand je vous entends dire ça, je vais me limiter à ça, voilà. Alors, merci pour toutes les questions et commentaires, et aussi bravo pour votre humilité à vous. On n'a pas dit les gens qui travaillent zéro, mais les gens qui travaillent 0 heure. C'était une façon de dire qu'il y avait une... Mais c'est ça qu'on a dit, hein, enfin, je crois. Non, j'ai rien ellipté. C'est peut-être que vous... Ouais, enfin, excusez-moi, non, en fait, je pense que vous avez raison, bien sûr, mais je pense que les gens comprennent le temps de travail employé. Je ne pense pas qu'ils se sentent méprisés quand on dit ça, mais je peux me tromper. Et en tout cas, vous avez raison, c'est beaucoup plus précis de dire qu'ils travaillent 0 heure. Une femme au foyer travaille, oui.
Si elle lui arrive, elle travaille, mais elle n'est pas employée. Non, mais j'avais bien compris la différence. Même si je vous remercie de votre précision, j'avais vraiment bien compris la différence. Je voulais réagir sur la question du rapport au choix. Je ne suis pas sûre d'avoir compris à quoi vous faisiez référence. Oui, moi, ça m'évoque deux choses. Dans l'absolu, évidemment, on pourrait trouver que c'est très bien que chacun puisse choisir, sauf que la vérité, c'est que les gens ne choisissent pas. Et que quand on est salarié, on fait le travail que le patron nous demande de faire, et y compris pour les fameuses heures supplémentaires, je crois qu'on ne choisit pas. Moi, ça me fait penser à une autre question sur le rapport au choix. On dit souvent que 4 femmes sur 10, je crois, disent subir leur temps de travail, et on en déduirait que du coup 6 sur 10 choisissent d'être à temps partiel. Quand on voit les boulots que c'est en général, de toute façon, c'est rarement des boulots qui permettent de vivre, et en plus, elles le choisiraient donc pour s'occuper de leurs enfants, de leur famille, etc. Il se trouve que c'est souvent à des horaires qui sont assez incompatibles avec le fait de pouvoir le faire, parce que par exemple, quand c'est les métiers d'entretien ou dans la grande distribution, c'est évidemment justement dans les moments de grosse bourre pour la distribution où il y a du monde et où, justement, si c'était pour s'occuper de sa famille, on serait plutôt chez soi. Et pour les métiers d'entretien, c'est typiquement les moments où les enfants se réveillent et on les emmènerait à l'école, et exactement aussi ceux où on pourrait avoir besoin d'être là pendant qu'ils mangent et de faire leurs devoirs. Et y compris quand elles disent « choisi », c'est souvent choisi parce qu'il faut bien faire ça. Et je rebondis sur autre chose. C'est bien sûr un enrichissement. J'aime bien la formule de Dominique Méda de charge-plaisir. Je crois qu'elle dit ça. Je trouve que c'est bien. C'est bien sûr un enrichissement de garder des enfants. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand c'est son métier et pas ses enfants, c'est quand même très souvent extrêmement mal payé. Donc, c'est un enrichissement personnel, heureusement, mais ce serait bien que ce soit davantage reconnu si on y accorde de la valeur. Et quand c'est les siens, c'est bien parce que c'est un enrichissement que ce serait bien que les pères aient la possibilité de s'enrichir davantage. Et aussi, donc, quand on le fait tout le temps, moi je ne le fais pas suffisamment à mon goût, mais quand on le fait tout le temps, c'est vrai que des fois ça peut y compris être pénible. Et c'est pour ça qu'il faut penser d'autres modes. Bon, il y avait sans doute plein d'autres choses, mais je suis sûre que d'autres ont plein de choses à dire. Non, juste sur assez, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Bien sûr, il y avait la combinaison des deux choses, justement, qu'il fallait marcher sur les deux genres. Mais ensuite, il y a une période de débat interne qui était clivée par rapport à l'idée qu'il fallait abandonner l'idée d'emploi, on se faisait traiter de travailliste, etc. Et donc, voilà, c'est ce à quoi je voulais trop rapidement faire allusion. Deux choses. Alors, sur le temps de travail choisi, c'est la proposition de Minongo, si je ne me trompe pas sur son nom, qui a écrit un petit bouquin là-dessus. Donc, c'est effectivement... Le problème du choix, c'est les conditions du choix. Alors, je vais vous donner un exemple qui a été discuté hier à une réunion à FO, enfin un colloque, bon, bref. Mais Erab Semen est venu et il s'est vanté d'avoir institué dans le dernier, la loi appelée, disons, par l'ITOT, de protection de l'emploi. Bon, il est dit un des progrès, c'est qu'il ne pourra pas avoir de temps partiel qui soit inférieur à 24 heures. Alors, je précise, c'est du travail salarié pour pas être considéré comme méprisant par rapport à... Et en réalité, quand on discute avec les syndicalistes ou les féministes qui travaillent sur ces questions, il y a une petite clause. Sauf si la salariée est d'accord individuellement pour travailler moins de 24 heures. Donc vous imaginez l'espèce de dialogue totalement équilibré qui fait que, enfin bon, je veux dire, c'est typiquement ce genre de petites clauses, comme dans les contrats d'assurance, qui est marqué en tout petit, qui fait que ça vide une mesure qu'on va mettre en avant de son contenu. Alors juste un truc sur André Gorz. Pour moi, c'est vraiment un de mes maîtres à penser, si on peut dire, mais il a évolué sur ces questions. Et le tournant, c'est son livre, et ça rejoint un peu le débat qu'on a ce soir. C'est son livre Adieu au prolétariat, où d'une certaine manière, il théorise le fait qu'il y aura tout le temps un travail, disons, asservi, etc.,
dont on pourra jamais se libérer, et donc on pourra se libérer en dehors de ce travail. Hein, et par conséquent, il a glissé ensuite sur l'idée qui n'était pas la sienne au départ, l'idée de revenus universel ou garanti, enfin je sais pas, parce qu'il y a plusieurs adjectifs aussi, mais c'était l'idée que d'une certaine manière, on réduit la sphère du travail hétéronome, comme il disait, et on va avoir une sphère du travail autonome, du travail au sens élargi, etc., et accompagné de ce revenu. Alors moi, ce qui me gêne dans ce truc, c'est qu'il y a une hypothèse, c'est qu'on peut faire développer une sphère de l'activité, disons, libérée de la contrainte du travail, sans que cette sphère, sans toucher, ou renoncer à toucher à cette sphère du travail central, quoi. Et comme pour reprendre la formule je ne sais plus de qui c'est, mais qui était une formule assez forte, c'est on n'est pas, même si on n'est exploité que 2 heures par jour, on n'est pas libre. Bon, et en même temps, je pense que, encore une fois, sur ce débat entre emploi et travail, je suis d'accord, je suis un économiste un peu bestial, mais en revanche, si on y réfléchit, je pense que pour modifier les vraies conditions de travail dans les entreprises qui probablement pendant un temps vont encore exister, il y aura encore des salariés humains et pas seulement des robots. Si on veut modifier ces conditions de travail qui se dégradent dans le sens de l'intensification du travail, on ne peut pas le faire dans une situation où le chômage pèse sur la possibilité même des salariés de peser sur ces conditions. Donc il n'y a pas le travail d'un côté et l'emploi de l'autre, mais les conditions de rapport de force qu'on peut mesurer par le taux de chômage pèsent sur la capacité de modifier, y compris le contenu du travail. Et je pense qu'il n'y a pas de transformation sociale si on renonce à l'idée qu'au fond, dans les boîtes, c'est les patrons qui font ce qu'ils veulent et la vraie vie est ailleurs. Et ce truc-là, à mon avis, ne peut pas fonctionner. Parce que, comme vous le dites, les patrons, les multinationales fabriquent tout dans notre cadre de vie. Et l'idée qu'on pourrait limiter leur sphère et se développer de manière autonome à l'extérieur de leur propre sphère, à mon avis, n'est pas vraie. Et donc c'est pour ça que la question de l'emploi et du travail ne sont pas si séparées que ça. Les conditions de travail seront meilleures, la reconnaissance d'un travail non salarié sera possible si il y a une pression suffisante pour imposer un rapport de force au patron où ce n'est pas lui qui décide des conditions d'emploi. Et c'est pour changer le rapport de force qu'il faut que les chômeurs soient correctement... Si on peut répondre très court sur les 3 trucs. On va vous donner à Denis, Samuel, ouais, Bernard, une réponse très courte et puis une dernière salve de questions après. Non, Denis, allez-y. J'avais compris que tu voulais... Alors, juste sur 2-3 questions qui ont été élevées. Bon, sur la CGT, j'en discuterai avec mon camarade, hein, c'est sûr que la CGT, elle s'affaiblit quand il y a le débat que sur les questions de facture de l'appartement. Et que la question qui se pose, c'est la question d'un projet et de l'organiser et qu'on a intérêt à y être nombreux pour que ça pèse. Bon, ça, on ne va pas revenir, on pourrait développer longuement. Mais... plutôt sur 2 choses. Il y a eu une question sur les GAFA, la Google, Amazon, et c'est revenu plusieurs fois. Ce qui est en jeu, je pensais que vous alliez parler de ça, Google, Amazon et autres, ils sont en train de s'accaparer un modèle qui remet en cause toutes les politiques culturelles en France et ailleurs. Et c'est pas parce qu'on parle des intermittents, mais qu'on parle de travailleurs dans la culture que j'en parle. C'est qu'ils sont en train de tout mettre en cause, tout ce qui a fondé les politiques publiques qui permettent, depuis la libération, qu'il y ait un cinéma indépendant, qu'il y ait des politiques du livre, qu'il y ait des politiques d'investissement public dans le théâtre ou dans la musique, parce qu'ils sont en train de s'accaparer toute la valeur créée par la musique,
le cinéma et la remise en cause du droit d'auteur qui se passe au niveau à l'échelon européen est une des questions. Et toute cette question du partage de la valeur, il se présente comme des tuyaux en disant mais nous on va pas du tout, on n'est pas des producteurs, on n'est pas les nouveaux producteurs qui doivent être mis à contribution pour financer la création dans un système mutualisé qui est un peu une économie complètement régulée mais qui fonctionne dans le cinéma et qui a su absorber l'arrivée de la télévision, y compris de la télévision privée, avec plein d'imperfections, certainement, par exemple. Mais tous ces GAFA, ils ont très bien compris qu'il y avait tout un capital culturel, comment on pourrait dire, il y a plein de mots que je vais sans doute utiliser improprement, mais qu'il y avait toute une richesse créée qui leur rapportait énormément en se présentant comme de simples tuyaux et très efficaces à l'échelle mondiale. Et c'est effectivement pas seulement la question du fait d'avoir acheté les usines de fabricants des robots qui est en jeu. C'est la question de se placer comme les seuls circuits culturels qui remplacent tout ce que des politiques publiques et le travail, en particulier d'artistes et techniciens, a mis. Et puis, juste, moi, je voulais rebondir, pour faire court, sur la question du choix, pour revenir à l'origine du débat. Il faut juste se dire que nous aussi, il faut qu'on se questionne. Parce que si on parle d'égalité entre femmes et hommes, il n'y a qu'un tiers d'intermittentes par rapport à dans l'ensemble des intermittents, hein, un tiers d'intermittents, un tiers d'intermittentes, 2 tiers d'intermittents, parce que toutes celles qui savent qu'il faut concilier une maternité, par exemple, avec une carrière professionnelle d'artiste ou de technicienne, avec un congé maternité qui commence à 7 mois et demi de grossesse, alors qu'à 7 mois et demi de grossesse, on n'est pas en train de danser, on n'est pas sur un trapèze, on n'est pas en train de porter des caisses. Et ensuite, il faut concilier le fait de mener une vie professionnelle en même temps que d'élever des enfants. Ça devrait se poser aussi pour les hommes, mais il y a encore beaucoup de choses à faire dans toutes nos têtes aussi à nous. Là, pour le coup, le modèle des intermittents, il est bien pris en défaut. Il est bien pris en défaut. Alors, c'est pas, quand je dis le modèle, c'est tout l'ensemble de nos conventions collectives, l'assurance chômage et autres, mais en tout cas la précarité de l'emploi qui est celui que nous vivons, il est particulièrement violent pour les femmes, et particulièrement, il suffit de voir les statistiques, y compris de l'UNEDIC, quand ils arrivent à nous les filer, particulièrement après 30 ans, à peu près à l'âge où, justement, on a des enfants. Donc c'est une question qui mérite d'être débattue dans la profession, et au-delà, si justement certains s'intéressent au modèle, il est loin d'être parfait, il pose des questions, mais il y a plein de choses qui peuvent avoir des effets encore pires que ce qu'on essaierait de prévoir. Merci d'avoir répondu à ce premier rendez-vous de Politis.